Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Michel Guénier, une vidéo consacrée à la dépendance affective. Bonjour Michel. Bonjour Sylvie et bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi la dépendance affective? Parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec Michel hors émission que dans nos échanges personnels ou professionnels, on constatait que beaucoup de gens confondent en fait la dépendance affective avec le véritable amour, que pour beaucoup de gens c'est encore très confus, très amalgamé cette histoire. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me disais que si on écoute un peu les messages véhiculés même culturellement par les films, par les musiques qu'on écoute. Je pensais par exemple à une chanson comme Ne me quitte pas, qui d'un point de vue artistique est un chef-d'œuvre. Quand on écoute les paroles de Ne me quitte pas, c'est quand même terrible. Cet homme qui dit à une femme, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, on est quand même très loin de l'amour. Donc pour vous aider justement à faire un petit peu le distinguo entre le vrai amour et ce qui n'en est pas, on a décidé avec Michel de vous enregistrer une vidéo, puisque Michel connaît bien le sujet et que c'était l'occasion de vous faire partager ses connaissances au sujet de la dépendance affective. Alors vas-y Michel, je te laisse nous expliquer tout ça. Très bien. Alors, avant de parler de la dépendance affective, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Moi, enfin, par rapport à tous les entretiens personnels que je fais et les conférences que je fais, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y avait, avant d'en arriver à la dépendance affective, il y avait beaucoup de phrases et de comportements qui pouvaient détruire un couple. Et donc, je vais vous parler de cette phrase avant de vous parler qui peut évidemment aussi amener à la dépendance affective, mais je pense que c'est vraiment très, très, très important. Beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Alors, bien sûr, ne prenez pas peur parce que si vous cochez tout ce que je vais vous dire, il y a peut-être danger, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, on peut être confronté en fait à vivre ces situations. Donc, je veux commencer par là. Après, je vous parlerai un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu parce qu'on a déjà fait, Sylvie, ensemble une conférence sur la manipulation, mais j'en parlerai un peu parce que justement, manipulation, dépendance affective, c'est quelque chose de très, très, très proche. Et puis pour finir, donc, je vous parlais de la dépendance affective. D'accord? Parfait. Alors, je rappelle Voilà. pour ceux qui le découvrent dans cette vidéo que Michel est président de l'AVMPN, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, et que dans ce contexte, justement, il entend beaucoup de témoignages avec des personnes qui sont dans des situations de dépendance affective. Et puis là, Michel va beaucoup parler du couple. Moi, je voulais simplement rappeler, avant qu'on commence, que la dépendance affective, c'est pas seulement dans le couple. On peut être dépendant affectif de sa mère, de son père, de son gourou, de son animal. Voilà, là, ça va être ciblé quand même essentiellement sur le couple, mais si ce que Michel vous dit à Pas propos que. du couple, voilà, ça se transpose dans d'autres relations que vous connaissez, évidemment, c'est valable aussi dans un autre cadre que celui du couple. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Il peut y avoir de la dépendance au travail, en amitié. C'est pas que dans le couple. Vous verrez, c'est pas que dans le couple. Et tu as tout à fait raison de le souligner. Voilà. Alors, je vais commencer en fait, comme je vous dis, par des phrases que j'ai entendues maintes et maintes fois dans les entretiens. La première chose que je vais appeler, c'est des phrases de soumission. Très, très souvent, j'entends il ou elle, alors je ne vais pas toujours dire il ou elle, parfois je dirais il, parfois je dirais elle, m'avait bien prévenu que tous les week-ends, il joue au foot, qu'il aime sortir ou qu'elle aime sortir avec ses potes, qu'il aime bien boire un coup et faire la fête, ou qu'il ou elle adore dépenser sans se priver, qu'il n'était pas trop câlin, qu'il ou elle ne veut pas d'enfant. Alors moi, c'est ce que je dis toujours, même quand on est prévenu, on n'est pas obligé de supporter. Il y a vraiment des personnes qui me disent, oui, mais bon, il m'avait prévenu, on m'avait prévenu. J'ai un exemple d'une personne que j'ai bien connue. Son mari allait danser tous les samedis soirs. Il allait en boîte tous les samedis soirs. Et la seule chose qu'elle me disait, elle me disait, ouais, mais je le sais, il me l'a dit. Quand on s'est marié, il m'a dit que de toute façon, lui, il allait avec ses potes tous les samedis soirs. Alors, je lui ai dit, OK, il te l'avait dit, mais tu estimes normal quand même qu'il ait besoin d'aller en boîte, quoi. Enfin, je veux dire, d'aller au resto, d'accord. Et elle me dit, non, mais Michel, il faut faire confiance, tout ça. Bon, 6 mois après, enfin, un peu plus de 6 mois, ils ont divorcé. Parce que lui, bah, évidemment, il a fait une mauvaise rencontre. Je dis pas que ça se produit à chaque fois, je ne vais pas vous faire peur. Mais c'est pas parce que on est prévenu qu'on est obligé de se soumettre. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'entends vraiment fréquemment. Et ça peut user un couple. Après, il y a les phrases d'excuses. Il ou elle a eu une enfance difficile. Son père, sa mère buvaient aussi. Lui aussi, il a été frappé et maltraité pendant son enfance. Lui ou elle aussi a manqué de tendresse. Eh bien, là aussi, c'est pas
pareil, c'est ce qu'on disait parfois dans nos groupes de parole avec Sylvie, c'est pas parce que votre père vous a frappé que vous êtes obligé de frapper vos enfants. C'est pas parce que dans votre famille il y avait des insultes, il y a des personnes qui me disent oui, mais moi j'ai toujours entendu ça, ma mère traitait mon père de connard et vice versa. Donc c'est pratiquement normal. Non, c'est pas normal. On n'est pas obligé de tout excuser dans la vie. D'accord? Donc ça c'est extrêmement important. Vous avez parfois des ados, je reçois des ados qui me disent, alors souvent les ados ils sont très gentils avec les parents, pas toujours, mais quand ils se sentent comme ça un petit peu délaissés, ils me disent oui, mais bon, mes parents je les comprends, c'était une autre génération, on leur disait pas qu'on les aimait. J'ai dit oui, ok, d'accord, mais c'est pas une raison. Si toi tu as besoin d'amour, si tu as besoin qu'on te le dise, c'est pas parce que tes parents n'ont pas eu ça qu'ils sont pas obligés de le donner à leur tour. Ouais. Donc ça c'est quand même extrêmement important. Les phrases d'excuses aussi que j'entends souvent. Alors, je ne dis pas que je ne comprends pas, attention, ce n'est pas un avis tranché. Hein. Quand il y a des, je vois des couples très, 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 très malheureux et qui me disent, je reste pour les enfants. Très, très souvent, c'est faux. Je suis désolé de vous dire ça, mais on reste par lâcheté, on ne reste pas pour les enfants. Parce que très souvent, si vous demandez aux enfants, alors je ne parle pas des tout petits, hein, les 3-4 ans, mais très souvent, si vous demandez aux enfants, ils vont vous dire, ouais, mais toute façon, je ne comprends pas pourquoi mes parents restent ensemble. J'en ai eu des quantités, mais astronomiques. Hein. De dire, mais je ne comprends pas, ils sont toujours en train de discuter. Arrêtez de prendre les enfants pour des imbéciles. C'est-à-dire, les enfants, ils voient. Si vous vous faites la tête tous les jours avec votre femme ou votre mari, si vous vous disputez 3 fois rien, l'enfant, il est malheureux. Bon, je peux vous parler Alors un moi, peu je peux en rajouter d'expérience. un à ta quantité astronomique, c'est moi, puisque c'était mon cas. Oui, Et et ça a été effectivement, mon quand mes cas aussi. parents ont divorcé, on a été vraiment soulagés qu'ils prennent enfin cette décision de divorcer. Parce qu'en C'est fait, ça. pour les enfants, ce qui se passe, c'est qu'ils grandissent dans un climat de non-dit et de conflit permanent. Et que du coup, c'est pas du tout leur offrir un équilibre. C'est vrai que souvent, l'argument des parents, c'est on veut pas détruire l'équilibre des enfants, mais leur offrir le modèle d'un couple qui est sans arrêt en conflit et dans l'opposition, voire carrément dans la dispute ou les insultes, c'est pas leur fournir de l'équilibre. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est une fausse excuse. C'est ça, c'est exactement. Parfois, quand j'ai fait ces conférences aussi dans ma région, 2 ou 3 fois, j'ai entendu ça, où on me dit, ouais, mais Michel, c'est pas toujours facile de se séparer. Alors déjà, je prône pas la séparation, hein, ne croyez pas ça, mais souvent on me dit, c'est pas facile parce qu'au niveau financier, j'ai pas eu besoin de répondre. Les 2 ou 3 fois que ça s'est produit, dans la salle, il y a eu un tollé, comme on dit, d'hommes et de femmes, surtout de femmes quand même, qui ont dit, mais attendez, la liberté, ça n'a pas de prix. Oui, peut-être que vous allez emballer financièrement, peut-être que vous aurez plus votre maison avec votre piscine, peut-être que vous allez peut-être partir un mois en vacances, mais vous ne voudrez plus avec quelqu'un que vous ne pouvez plus supporter. Donc, c'est même pas ma réponse, c'est la réponse qui a été faite à l'unanimité. Je comprends bien sûr que parfois on reste pour des raisons pratiques, pour des raisons financières, mais à un moment donné, si on est vraiment trop malheureux, trop malheureuse, ben, il faut vraiment se poser la question de ce que je veux vraiment. Ensuite, il peut y avoir les phrases de routine. J'entends combien de fois des personnes qui me disent bah, de toute façon, le soir, on n'a pas rien à se dire. Le week-end, il est dans son jardin et moi dans la cuisine. Ou l'inverse, parce que je veux pas que je croire que je mette les femmes dans la cuisine et les hommes dans le jardin. Ça peut être l'inverse. Voilà, on ne ressent plus le besoin de se prendre dans les bras l'un de l'autre. Le fameux mais il sait bien ou elle sait bien que je l'aime. Donc oui, bah, du moment qu'il le sait, il n'y a pas besoin de le dire. Et ben non, non, c'est pas parce qu'on le sait que ça fait pas du bien de le dire, de faire des compliments, de dire les choses. J'entends souvent aussi ça. Je suis toujours un peu, ça me fait toujours un peu sourire. Vous savez, quand arrivent des anniversaires, quand arrivent des Noëls, des choses comme ça. Parfois, il y en a qui se sortent un peu pris au piège de dire mais qu'est-ce que tu as acheté à ta femme? Qu'est-ce que tu as acheté à son mari? Et puis vous avez un tout rouge qui dit non, mais nous on a un compte commun, il s'achète ou elle s'achète ce qu'elle veut. Voilà. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est ce que je dis souvent à ces gens-là, mais vous cassez tout quand vous faites. Vous cassez tout ce qui peut être un petit. Alors, on va peut-être dire que je suis trop romantique, mais vous cassez tout quand même ce qui est beau dans un couple. D'accord, elle a un compte commun, d'accord, vous avez un compte commun, mais une petite fleur, un petit bouquet ou quoi que ce soit, c'est toujours quelque chose qui va toucher le cœur. Ça a beaucoup plus de valeur que de dire bah, prends ce que tu veux, achète-toi ce que tu veux. Alors voilà, c'est encore mon opinion personnelle, mais surtout si vous remarquerez quand même, il y en a toujours un des deux qui tire un peu la tête en disant bah oui, quand même, moi j'aurais bien aimé quelque chose. Oui, Donc, parce qu'il y a le plaisir d'avoir cherché, tu vois, c'est de ça, se c'est dire que ça, l'autre a c'est ça, cherché comment te faire plaisir, qu'il c'est a fait les ça, magasins, qu'il a cherché une idée, indépendamment du prix, comme tu dis, ça peut même être quelque chose de pas cher, bien sûr, mais qui du coup va plus toucher le destinataire du cadeau que quelque chose de très cher qui va s'acheter lui-même avec le compte courant. exactement. Alors,
par rapport à tout ça, ben, je vais vous dire, cette routine, ben, changez rien jusqu'à la lassitude et la rupture. Essayez de vivre en la colocation si ça vous tente. Mais moi, je pense que quand même, il faut quand même dialoguer, il faut parler. Alors, je sais, hein, des personnes qui me disent, ouais, mais moi, elles, oui, ils veulent pas parler. Et ben, c'est un petit peu catastrophique, comme ça arrive très, très souvent. Après, il y a le fameux faire un break. Là, je vais en surprendre quelques-uns. Faire un break. Euh, Parfois, ça marche, mais je dirais dans plus de 90% des cas, ça amène à une rupture. Ça, je peux pratiquement vous le garantir. Pourquoi? Parce que faire un break, c'est quand même un ras-le-bol. On ne peut plus supporter l'autre. Donc, on a besoin de faire un break. Quand c'est une décision rapide, alors ça, je veux dire que c'est pratiquement du 100%. Quand la personne vous dit, je vais faire un break, donc j'ai pris un appartement ou quoi que ce soit, c'est derrière. Quand c'est très rapide, quand c'est soudain, il y a quelqu'un d'autre derrière. Et là aussi, j'ai une anecdote qui va rappeler peut-être des mauvais souvenirs à certains d'entre vous. Euh, j'ai un ami il y a quelques années qui me dit, bah dis donc, je m'y attendais pas du tout. Ma femme, elle m'a dit, je veux faire un break, je veux partir. Et comme il me l'a dit, je lui dis, bah écoute, je veux pas semer la zizanie, mais je pense qu'elle a quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. Ma femme, on se dit tout, j'ai confiance en elle, elle me l'aurait dit, je l'aurais vu. Je lui dis, écoute, c'est tellement rapide, elle a déjà regardé des appartements, des choses comme ça. Je lui dis, moi, quand même, méfie-toi. Et quelques mois après, c'est pas pour dire j'ai raison, hein, mais il m'a appelé, il m'a dit, bah, j'aurais jamais cru, mais effectivement, elle avait quelqu'un d'autre. Donc, ne croyez pas que même si vous êtes un couple qui dialogue, qu'on dit tout à l'autre. C'est pas vrai. Surtout quand il y a des décisions comme ça, faire un break quand c'est extrêmement rapide, c'est pratiquement à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Voilà, j'espère Alors, que moi, dans l'exemple de mes parents, on est passé par la phase de l'appartement. Je ne pense pas qu'un des deux avait quelqu'un d'autre. Par contre, je pense qu'effectivement, c'était le premier pas vers la décision de se séparer qu'ils n'osaient pas encore assumer. Donc, c'était une façon de oui. se dire, voilà, on reste proche, on a chacun notre appart, un appart commun et puis un appart où on peut être seul. Mais déjà, ils avaient vendu la maison. Où ils avaient vécu ensemble, où on avait grandi en famille. Et peut-être que pour eux, c'était plus facile justement de passer par cette phase Alors, intermédiaire, de se dire qu'il y avait deux lieux de vie et que c'était pas encore vraiment chacun chez soi, mais c'était déjà plus ou moins ça quand même. Alors, c'est pour ça que Sylvie, j'ai insisté, j'ai dit quand c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que quand tu as la sensation que tout va bien, c'est là, hein, c'est pour ça que j'ai insisté tout là. Tout va bien, vous croyez que vous êtes en parfaite harmonie, et puis il y en a un des deux qui vous dit, ben, j'ai besoin de faire un break. Et là, vous ne comprenez pas. Et c'est là où je dis que dans ce cas-là, il y a pratiquement à chaque fois quelqu'un. Quand c'est une relation qui est usée depuis des temps, qu'on ne supporte plus, qu'on se dispute, là, je suis d'accord avec toi. Il y en a un des deux qui peut dire, je prends un appartement parce que j'en peux plus. Mais là, le cas que je vous disais, c'est vraiment quand c'est soudain. Il n'y a pas de raison. Quand c'est soudain, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, il y a les sexualités. Ben, il faut en parler, c'est pas tabou. Euh, c'est indispensable, la sexualité, quel que soit l'âge. Quand il y a des personnes qui me disent, ouais, mais bon, moi, j'ai passé l'âge. Je dis, ouais, mais et ton mari ou ta femme, elle a passé l'âge? Ben ouais, mais bon, voilà. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Alors, bien sûr, il y a des prétextes. Trop de travail, les enfants, les corvées, la fatigue, comme je disais, plus d'envie. Peut-être, est-ce que c'est vraiment la vérité profonde? Est-ce que ça ne cache pas autre chose? Et puis, comme je disais un jour, j'ai reçu un couple et je lui ai dit, mais et si l'autre ressent les choses différemment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire quand vous êtes avec quelqu'un que vous, ben, vous aimez votre femme ou votre mari, et puis que c'est une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vous garantis qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un adultère. Je ne suis pas en train de voir tout en noir, mais s'il y en a un des deux qui n'est pas sur la même longueur d'onde, même à ce niveau-là, c'est très très difficile de rester en couple. C'est révélateur de quelque chose, de toute façon. Voilà, c'est révélateur de quelque chose. Mais les gens se cachent derrière ça en disant ouais, mais bon, à nos âges. Non, mais à nos âges, on peut avoir 80 ans et plus et avoir envie de faire l'amour ou des câlins ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas d'âge. Alors, il y a une phrase qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je l'ai tournée. Mieux vaut être mal accompagné que seul. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'entends aussi souvent, cette phrase, où on va me dire moi, je partirai quand j'aurai rencontré quelqu'un d'autre. Alors, encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis toujours on ne peut pas rester dans l'avion et sauter en parachute. Très, très souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ben, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais qui n'ont pas le courage et qui disent, non, mais moi, je ne peux plus le supporter ou je ne peux plus la supporter, mais je vais attendre de rencontrer quelqu'un d'autre.
C'est ce que je dis toujours. Ça arrive, bien sûr. Parfois, on peut rencontrer quelqu'un d'autre et puis ça se passe comme on veut. Mais c'est ce que je dis, ça revient à vouloir faire un 100 mètres avec un boulet de 50 kilos au pied. Donc, c'est pas évident de retrouver une liberté pour rencontrer quelqu'un d'autre, justement, quand on est attaché à quelqu'un. Et puis bon, on peut avoir des valeurs quand même, heureusement, mais quand on dit, ah ben moi je vais attendre de rencontrer quelqu'un d'autre, ne vous étonnez pas si ça prend des années. D'accord? Et puis c'est avouer sa peur de la solitude aussi. Parce que dire Bien sûr que c'est je la peur de la partirai que quand j'aurai solitude. quelqu'un d'autre, c'est échanger un partenaire contre un autre. C'est ça, Et c'est ça ça. sous-entend qu'on ne se sent pas capable de vivre seul. C'est ça, il y a ça, et bien sûr, tu as raison. Et il y a la fameuse phrase, oui, mais on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais sur qui on va tomber. D'accord, mais quand il n'y a plus d'amour, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je dis, soit vous continuez de vivre cette situation de confort. Il y a des gens qui s'en contentent très bien. Hein. Moi, je connais des tas de personnes qui ne sont pas heureux, hein, heureuses. Hein. Et vous le voyez à leur tête, ce sont des personnes qui ont plus de projet et tout, mais ils vont vivre une situation de confort. C'est pas critiquable, hein, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de vibrer, ben là, c'est complètement différent. Parce que vous allez finir peut-être votre vie avec votre maison, votre jardin, votre piscine et votre voiture, mais vous ne pourrez plus vibrer. Je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'être honnête avec soi-même. De se dire, bon, je vis une situation comme ça, combien d'années je vais encore accepter que ma vie soit gâchée? Quelque chose d'important aussi, je dis toujours, ça c'est une phrase que moi j'ai inventée, alors les petits, elle existe Alors, peut-être prochaine ailleurs, émission, les petites phrases de Michel, on fera une spéciale. Hein. et je dis que deux malheureux peuvent faire quatre heureux. On n'a pas le monopole du bonheur de l'autre. Quand moi, par exemple, dans les groupes de parole, j'entends dire « Ah oui, mais il m'a dit ou elle m'a dit que si je le quittais ou je la quittais, il se suicidait », non, vous n'avez pas le pouvoir que la personne se suicide. Et puis même si elle le fait, vous n'y êtes pour rien. Parce que vous vous rendez compte comme ça vous lie de dire oh, « mais si je pars, il va se détruire ». Ça veut dire que cette personne n'a aucune estime d'elle-même, que vous êtes vraiment un parachute, que vous êtes vraiment une barrière qu'elle tient. Et ça, c'est pas bon, c'est jamais bon. Et comme je dis, on n'a pas le monopole de rendre l'autre heureux et heureuse. On n'a pas ce monopole. Vous pouvez être avec l'homme le plus gentil, le plus beau du monde, tout ce que vous voulez. Si votre cœur ne bat pas, eh ben, il ne battra pas. Vous ne serez pas heureuse quand même, vous ne serez pas heureux. D'accord? Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Souvent, on dit les contraires s'attirent. Ben, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Imaginez, il y en a un qui aime la mer, l'autre qui aime la montagne. Il y en a un qui aime sortir, l'autre pas. Il y en a un qui aime le cinéma, l'autre le théâtre. Il y en a un qui aime les films d'action, l'autre qui n'aime que les films romantiques. Il y en a un qui aime les animaux, l'autre pas. Il y en a un qui aime sa belle-mère, l'autre pas. Non, ça c'est une boutade. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire une vie heureuse quand on n'a jamais les mêmes goûts? Alors, vous allez me dire, à des moments, on a quand même les mêmes goûts. Mais moi, je connais des personnes, c'est vraiment des contraires. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est que parfois, je connais quelques couples, eh ben, ils partent même pas en vacances ensemble. Et je trouve que c'est triste quand même. Vous vous rendez compte, vous ne partez pas avec votre mari ou votre femme parce que vous aimez la mer, lui, il aime la montagne, etc., ou des choses comme ça. Et je pense que quand on n'a vraiment aucun goût en commun, il y en a, hein, croyez-moi, il y en a, et ben, ça peut être quand même aussi très, très, très difficile. Vous avez aussi ceux qui s'aiment en se disputant sans cesse. Il faut arrêter avec ça. Parce que là aussi, parfois, on m'a dit, ouais, mais c'est comme ça qu'ils s'aiment. Ils se traitent de tous les noms, hein, je vais être vulgaire, hein, connasse, connard, putain, voilà, des choses comme ça, mais ils s'aiment. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi on a besoin de disputes? C'est pas normal d'avoir besoin de disputes toujours dans un couple. Et je vous garantis que quand on traite sa femme, comme j'ai entendu, de connasse ou de choses comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça doit pas être quelque chose qui motive, qui nous fasse vibrer que d'insulter l'autre. Donc là aussi, quand on vous dit oui, mais ils s'aiment comme ça, ouais, peut-être, mais quand même, malgré tout, je peux pas ne pas penser que ça cache quelque chose. L'acquis n'est pas bon. Il y a énormément de couples qui font plus d'efforts. Ils estiment que le mariage, eh ben, on a un papier, vous savez, qui est signé, je l'ai signé dans le maire, tu m'appartiens, je t'appartiens, donc c'est bon, je ne fais plus aucun effort. Qu'est-ce qui se passe dans l'acquis? Ben, l'acquis, ça va faire ce que je dis tout à l'heure, une installation de la routine, une vie peut-être trop facile, plus de peur de perdre l'autre. Alors, par rapport à ça, l'être humain est quand même très, très, très bizarre. Parce qu'on a besoin de sécurité, mais un couple, pour qu'il fonctionne, il faut aussi avoir la peur de perdre l'autre. Et ça, je l'ai remarqué, mais tout le temps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de peur de perdre l'autre, eh ben, va s'installer la routine, et d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui va prendre l'ascendant.
Et ça, croyez-moi, malheureusement, je veux dire, parce qu'on voudrait se dire, non, mais j'ai envie d'être tranquille, on est bien tous les deux, mais s'il n'y a pas toujours quand même, malgré tout, cette petite peur de dire, ben, c'est pas acquis, la personne ne m'appartient pas. Je sais qu'il faut maintenir cet amour. C'est pour ça que je dis que la routine, c'est quelque chose dont il faut faire vraiment, vraiment attention. Et puis, dans l'acquis, il n'y a plus de piment aussi pour se sentir vivant. J'entends souvent aussi des personnes, et ça leur coûte cher à chaque fois, qui me disent, moi, je donne tout. Ben, faut pas tout donner. Il faut pas tout dire. Vous allez dire, Michel, il nous dit qu'il faut avoir des secrets. Eh ben oui, il faut avoir son petit jardin secret. C'est ce que je dis toujours, quand vous donnez tout, eh ben l'autre, il prend tout. Et quand vous n'avez plus rien à donner, ben, il n'y a plus d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver un jardin secret, ne plus rien dire du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tout donner, déjà, c'est pas normal. Ça veut dire que là, on peut être en dépendance affective. On donne tout à quelqu'un, on ne garde plus rien pour soi. Ça veut dire qu'on aime plus l'autre que soi-même. Et ça conduit souvent, presque toujours, à la catastrophe. Il y a aussi continuer de plaire et le laisser aller. Vous l'avez remarqué, vous en connaissez tous, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'ils sont casés, même si j'aime pas ce mot, mais une fois qu'ils sont casés, eh ben, il peut y avoir une dégradation physique. Bon, il y en a qui vont prendre du poids, ou qui se laissent aller, vestimentaire. Je me connais qui étaient super bien habillés, puis voilà, ils sont mariés, maintenant, voilà, il y a plus aucun effort, on ne plaît plus. Il y en a qui deviennent vulgaires, il y en a qui deviennent goujats, mais, alors qu'il ne l'était pas avant. Comme vous dites, mais je ne comprends pas, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Ben oui, parce qu'on se laisse aller. Il y a aussi faire passer le travail avant l'amour. Alors ça, j'ai entendu plein de fois. Ça a été la source de pas mal de conflits aussi, de couples que j'ai reçus. Trop de boulot. À la limite, on n'a pas le temps d'aimer parce qu'on a trop de boulot. C'est quand même grave. Hein. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour les loisirs ou les câlins. On m'a dit ça une fois. Une fois, j'ai reçu pareil un couple et ben, la femme, elle avait besoin quand même de câlins. Et lui, il lui a dit, ouais, mais bon, alors vous allez voir, vous allez me sourire et comme moi, vous n'allez pas comprendre. Il lui a dit, ouais, mais on va faire comment pour payer la maison et la voiture? Et j'ai dit, ben oui, d'accord. Une autre phrase, oui, mais tu es bien contente quand l'argent rentre à la fin du mois. J'ai dit, ben, ça doit être bête, mais je vois pas le rapport. En fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il passait, alors ça peut être une femme aussi, mais là, c'est un homme, il passait sa journée au boulot, et pour lui, c'était suffisant. En fait, il n'y avait pas besoin en plus de rajouter des câlins. Le travail était plus important parce qu'il amenait des ressources qui permettaient de partir en vacances, etc., etc. Mais le soir, c'était, bon, qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Je vais me coucher. Voilà. Dixit, ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, c'est triste. Oui, d'accord, le boulot, c'est bien sûr, mais vous vous rendez compte que si vous êtes toujours au travail, eh ben, vous pensez qu'il se passe quoi de votre côté? Eh ben, les sentiments, là aussi, vont se dégrader. Et puis, à savoir aussi, est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Moi, j'ai envie de souligner que ça fait quand même pas longtemps qu'on a le droit justement de revendiquer cet équilibre parce que pendant très longtemps, le modèle conjugal, il était basé là-dessus. Effectivement, l'homme, c'était celui qui faisait bouillir la marmite, qui partait le matin, qui rentrait le soir, et la femme élevait les enfants et cuisinait ce qu'il avait ramené dans la marmite. Et voilà, aujourd'hui, on a quand même évolué, on a la chance de pouvoir vivre autrement. Donc, est-ce qu'on est obligé de reproduire ce modèle archaïque quelque part? C'est ça. En se disant que c'est comme ça que ça doit être. Voilà, donc par rapport aux phrases, Sylvie, toi, j'ai essayé de faire court, condensé, pour qu'on ait le temps de tout voir. Donc, je ne sais pas si toi, tu avais on a dit qu'on poserait la question, mais si toi, tu as quelque chose à dire là-dessus ou… Moi, j'ai juste une question. Tu n'as pas parlé de la jalousie. Tu as parlé de la peur de perdre l'autre. Alors, je ne sais pas, peut-être ça va arriver plus tard dans la conférence. Moi, je pensais aussi aux couples où ça se passe pas justement parce qu'il y en a un qui a une jalousie maladive. Alors là, on ne parle pas de la peur de perdre l'autre parce qu'on se dit qu'on ne se verrait pas vivre sans lui. Mais tu sais, vraiment, ces gens qui ont une emprise, puisque c'est un phénomène que tu connais bien, qui contrôlent en fait toute la vie de l'autre parce qu'ils ont une jalousie maladive et où l'autre accepte en disant, un peu comme avec le suicide, bah oui, je sais que si je fais pas ce qu'il veut, si j'évite pas de sortir, si je m'habille pas comme il veut, il va se sentir mal. Et où on en arrive en fait à abdiquer sa propre liberté pour satisfaire les désirs de l'autre. Ben, merci pour la question, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas spécialement évoqué. Pour moi, si tu veux, c'est un petit peu, comme tu dis, un petit peu, tu as employé le mot, un petit peu de la soumission, en fait. C'est-à-dire que parce que la personne, c'est comme si elle avait une pathologie quelque part, elle est jalouse, donc on va faire plein de concessions. Moi, je vais répondre jusqu'où vous voulez aller dans ces concessions. Si c'est quelque chose qui vous bouffe la vie,
Ben, déjà le dialogue, tout le temps le dialogue, d'essayer de voir pourquoi cette personne est jalouse. C'est sûr que si vous l'avez trompé 5-6 fois, elle a peut-être des raisons. Mais si ce n'est pas le cas, de dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment instaurer quelque chose de confiance, sinon ça sera invivable. Et là aussi, c'est toujours comme le reste, jusqu'où vous allez aller. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais le pauvre, la pauvre, elle a vécu, phrase d'excuse, on va retomber dans tout ce que j'ai décrit avant. Oui, mais bon, ses parents, ils étaient comme ci, elle a vécu ci, elle a vécu ça. Oui, il a vécu ci, bien sûr. Il a déjà été trompé, il a déjà été malheureux, donc je le comprends. Oui, vous le comprenez, mais si vous n'avez rien fait, à un moment donné, c'est pas normal. Et comme je vous dis, alors, il y a des degrés de jalousie. Si ça ne peut pas s'améliorer par le dialogue, ben après, voilà, il y a des psys qui ont peut-être plus confirmé pour vous aider à ce niveau-là. Mais moi, par rapport au débat que je dis, je vous explique en fait tout ce qui peut détruire un couple. Mais effectivement, Sylvie, oui, bien sûr, ça peut en faire partie. Comme des tas d'autres choses. Hein. Il y a encore certainement d'autres choses que j'ai oubliées. Mais bien sûr, la jalousie, ça peut faire partie de ces choses qui peuvent dégrader un couple. Merci. Alors, avant de parler de la dépendance affective, donc je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de la manipulation. On ne va pas faire comme on avait fait avec Sylvie, il y a une conférence qui existe déjà sur la manipulation qui dure une heure et demie à elle toute seule, mais je suis quand même obligé de vous en parler, parce que de là naît beaucoup de dépendance affective. Donc, comment va s'y prendre le manipulateur ou la manipulatrice? Attention, n'oublions pas, il y a aussi des femmes manipulatrices, et il y en a beaucoup. Déjà, cette personne-là va vous monter des cas concrets pour vous manipuler. Je prends toujours cet exemple qui paraît peut-être un peu voilà, péjoratif, mais imaginez que vous soyez, par exemple, une très bonne cuisinière. Je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai déjà eu le cas. Cette dame qui nous a expliqué, vous êtes une très bonne cuisinière et chaque fois que vous avez des invités, ben, les gens vous le disent. Et après, c'est super, tu cuisines vraiment bien. Et puis un jour, par exemple, vous allez rater un peu. Et votre mari va vous le dire. La prochaine fois qu'on vous fait un compliment, il va vous dire, ouais, enfin, tu es une très bonne cuisinière. Ouais, d'accord, mais en fait, tu as quand même raté un plat, tu vois, il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est rien, mais à force que chaque fois on vous reprenne sur des choses vraies, entre guillemets, alors qu'on est humain, n'importe qui peut rater un plat. Mais c'est son jeu, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va tellement vous montrer des choses vraies. Vous savez, c'est comme le fameux, mais qu'est-ce que t'es énervé? Même si je te très calme, mais non, je suis pas énervé. Ah bah si, je vois bien que t'es énervé. Puis au bout d'un moment, vous pétez les plombs. Et ah bah tu vois que t'es énervé. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la personne, le manipulateur, manipulatrice, va vous pousser à bout. Et très adroitement, on va vous prendre des choses qui normalement devraient être insignifiantes, mais qui sont réelles, pour vous faire culpabiliser. D'accord? Donc ça, c'est important. Il faut vous dire que ces personnes-là, leur rôle essentiel, c'est de dominer l'autre. C'est un moyen de survie. C'est vraiment la domination, de vous écraser. C'est leur moyen de survie. Je le dis toujours parce que souvent on me pose la question, je vous garantis, il n'y aura jamais d'arrangement à l'amiable avec cette personne. Si vous avez vraiment affaire à un manipulateur, manipulatrice, que son but c'est comme un chat et une souris, il n'y aura pas d'arrangement à l'amiable. Ça n'arrive jamais. Au contraire, ça finit de se dégrader. Il va attaquer les points sensibles. Quand je dis il, c'est elle aussi, attention, c'est pas. Il va attaquer les points sensibles, l'argent, les enfants. Il va peut-être même faire du chantage affectif sur eux pour que ceux-ci se détournent de vous. Il va tout décharger, toutes les responsabilités vont être déchargées sur vous. C'est facile parce qu'il connaît par cœur vos faiblesses et il ne va pas hésiter même à en inventer si besoin. Il va essayer donc par tous les moyens de montrer vos défauts, vos comportements négatifs pour avoir l'approbation des connaissances, voire des avocats, voire des autres organismes. Ce que je vous disais tout à l'heure, là aussi c'est un cas qu'on m'a raconté et que je veux bien croire. Pareil, dans une soirée entre amis, je suis désolé, c'est encore un homme, qui poussait à bout sa femme devant les invités, en titillant les points sensibles. Et elle, au bout d'un moment, bien sûr, elle s'est énervée. Elle lui dit, ouais, mais bon, j'en ai marre et tout. Et dès qu'elle a eu le dos tourné, il a dit aux invités, vous voyez ce que je subis tous les jours? Vous voyez le caractère qu'elle a? Et bien, eux, ne connaissant pas l'histoire, bien sûr, quand ils sont rentrés après chez eux, ils ont dit, bah dis donc, le gars, je le plains, hein. Tu as vu comme elle s'énerve, tu as vu comme elle s'emporte. Donc, vous voyez, c'est très facile. Et c'est pour ça que même vous, il faut faire attention. Quand vous avez un ami, une amie qui vous dit, mais je suis avec un manipulateur, une manipulatrice, peut-être que vous allez dire, bah, je comprends pas, comme il est gentil, comme elle est gentille. Vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens. Donc, peut-être que vous avez raison, mais peut-être pas.
Surtout Parce que c'est le que, jeu, tu l'avais très bien expliqué dans la vidéo c'est qu'on avait ça. faite justement sur les caractéristiques du pervers narcissique ou de la pervers narcissique, Ouais, qui effectivement peut être une femme, c'est qu'il ou elle va être très doué pour dérouler son petit manège dans l'intimité, mais qu'à l'extérieur, il va se comporter d'une manière totalement différente, ce qui fait que ça va embrouiller l'entourage, qui même quelquefois va prendre sa défense en disant à la c'est ça. victime, mais on ne comprend Mm. pas, c'est un homme ou une femme tellement charmante, C'est parce qu'en fait, ça. il a un double visage et un double jeu. Oui, et puis en plus, il n'est pas manipulateur avec tout le monde, hein, souvent. Il va peut-être montrer extrêmement sympa, il ou elle, hein, serviable avec ses amis, toujours à leur écoute. Il va peut-être leur faire des cadeaux, leur rendre des services. Et là, ça va être encore plus dur pour vous de dire, mais oui, mais là, vous le voyez en tant qu'ami, mais vous ne voyez pas ce que j'endure. Après, il peut utiliser aussi les compliments et la pitié pour mettre les autres dans sa poche. Vous vous rendez compte, mais moi, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Et comme je vous disais, vous prendre un témoin à chaque fois. Par contre, s'il est pris en défaut, alors là, il va changer de stratagème. C'est-à-dire, là, il peut devenir agressif ou agressive, voire violent. Parce qu'il y a des personnes, ben, quand ils sont démasqués, ben, ça ne leur plaît pas. Comme je vous dis, le chat, il laisse s'échapper sa souris, hop, un petit coup de griffe, parce que pour dire non, mais t'es à moi. Et ça ne lui plaît pas. Et c'est là où ça peut vraiment dégénérer. Soyez attentifs et attentifs parce que les manipulateurs, manipulatrices, ce sont des véritables caméléons. Ils peuvent changer de comportement, mais vraiment n'importe quand. C'est-à-dire que vous allez passer d'être une serpillière à d'être une princesse ou un prince. Vous êtes le plus beau, et puis une fois qu'il a eu à nouveau ce qu'il voulait, ben, vous n'existez même plus. Vous êtes un torchon. Donc, ça, ce sont des comportements dignes d'un manipulateur et d'une manipulatrice. Donc là aussi, soyez vigilants. C'est pas normal, je veux dire, c'est courbe comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est très perturbant pour les personnes qui vivent avec eux ou avec elles, parce qu'effectivement, il y a ce chaud et froid perpétuel. S'il était tout le temps, comme tu dis, dans l'agressivité, dans le fait de traiter l'autre comme une serpillière, au bout d'un moment, on en aurait marre, on partirait. Enfin, je pense que ceux qui ont encore du bon sens feraient ça. Mais comme au moment où justement, il sent qu'il est en train de perdre le contrôle, il se radoucit et il va remettre la victime sur un piédestal, elle se dit, ah ben voilà, bon, il avait une mauvaise passe, tout repart bien, hein, comme au début de l'histoire, c'est ce que tu avais bien expliqué dans la vidéo sur les PN. Et puis, hop, à nouveau, l'engrenage va se remettre en route. Il va recommencer à dénigrer la personne jusqu'à la faire tomber en bas. Et quand elle menacera de partir, il va la remettre en haut. C'est un truc sans fin. C'est ça, exactement. Exactement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est un moraliste hors pair. Comme je disais, il va toujours vous dire, ouais, mais attends, ça ne se fait pas, regarde les enfants, comment tu les élèves, des choses comme ça, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça, même si lui, il n'en fait pas le quart. Mais encore une fois, toujours des choses pour vous culpabiliser. Donc voilà, j'ai fait court, hein, comme je dis, mais c'était essentiel. Alors, qui sont les victimes? Attention, ce ne sont pas des gens faibles, les victimes, parce que très, très souvent, là, je le dis pour vous rebooster un peu, parce que j'ai très souvent des personnes au téléphone qui me disent, ouais, mais moi, je culpabilise, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a un record, c'est 42 ans, comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Ce n'est pas forcément de la faiblesse, mais très, très souvent, ce sont quand même des gens qui manquent cruellement de confiance en elles. Il y a énormément de manque de confiance. Il y a très, très souvent, et là, vous allez le retrouver dedans, un passé de souffrance, de solitude, de manque d'amour, de dialogue. Pas toujours, mais 9 fois sur 10, les victimes sont aussi victimes de ça par rapport à ce qu'elles ont déjà vécu. Tu le disais tout à l'heure, peur de la solitude, peur d'être abandonné. Eh ben, on préfère vivre avec son bourreau plutôt que de se retrouver seul. Et ça, on le trouve malheureusement très, très, très souvent. Il y a une faille, en fait. Moi, c'est ce qui me frappe dans toutes C'est les ça. histoires qu'on entend, Ouais. que ce soit à la télé ou dans les groupes qu'on anime, c'est qu'il y a toujours une faille dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Il y a un passé avec des violences sexuelles, avec toute forme de, de choses qui ont abîmé l'identité. Et c'est là-dedans que le PN s'engouffre. Et c'est pour ça comme on le disait, il ne peut pas avoir ce comportement-là avec tout le monde. Parce que si en face, il a une personne qui est solide et avec qui il va tenter son jeu, elle ne va pas se laisser faire. Elle va le remettre à sa place. Il va voir qu'il n'arrive pas à prendre le contrôle sur elle. Du coup, le jeu ne l'amusera pas et il va arrêter. Mais à partir du moment où il voit que justement, il a la possibilité de s'engouffrer dans une faille, c'est comme les termites dans un tronc d'arbre. Ils ne vont pas faire de cadeaux. Ils vont commencer par la première faille, la deuxième, et à la fin, ils vont tout bouffer. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler, même si c'est triste, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique change.
D'abord, la plupart d'entre eux ne sont pas ouverts au fait de suivre une psychothérapie pour aller chercher ce qu'il y a derrière. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'eux-mêmes sont dans une telle insécurité qu'ils éprouvent le besoin de dominer l'autre, de prendre le dessus sur lui pour être sûr de ne pas se sentir en danger. Qu'est-ce qu'elle a derrière? Et autant les victimes souvent sont prêtes à aller faire des psychothérapies pour sauver le couple ou pour arrêter de souffrir, autant le ou la PN ne se remet pas du tout en question. Pour lui, c'est l'autre le problème. Et c'est ça aussi qui est grave. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler que si vous identifiez que vous êtes dans une relation comme celle-là, n'espérez pas que ça s'arrange parce que très probablement, ça ne s'arrangera jamais. Et là, je pense que Michel, avec son expérience statistique des 4 PN qu'il a accompagnés, pourra confirmer. Oui. Et puis aussi, alors je comprends la victime, parce que la victime, j'emploie ce mot même si j'aime pas trop, mais pour cette personne-là, ce serait aussi renoncer à ce conte de fées. Parce que souvent, quand vous avez quelqu'un qui vous encense au départ, ah, t'es le plus beau, t'es la plus belle, j'ai jamais été aussi heureux, c'est incroyable, jamais j'ai ressenti ça, des choses comme ça, eh ben, c'est quand même un conte de fées et on ne veut pas renoncer à ce conte de fées. Et après, eh ben, la personne va culpabiliser, dire ouais, mais c'est forcément de ma faute. Parce que si ce conte de fées, je ne le vis plus, eh ben, c'est forcément à cause de moi. Parce J'ai que pas été à la hauteur. voilà, comment j'ai pu descendre d'une princesse à un chiffon, quoi. C'est pas possible. Donc, on se remet en question et on culpabilise. C'est de notre faute. Et puis aussi, c'est dur d'accepter un échec. Dans une relation où on a tellement investi, il y a des personnes qui ont tout laissé, il y a des personnes qui n'ont plus d'amis, il y a des personnes qui ont laissé leur travail pour suivre le ou là. Et c'est très, très, très dur de dire, mais je me suis planté, quoi. C'est un échec. C'est pas facile aussi d'accepter ça. Mais c'est là aussi qu'on voit que ça s'engouffre vraiment dans une faille de l'estime de soi parce que si tu as déjà une bonne estime de soi au départ, tu n'as pas besoin que l'autre il t'encense et il te mette sur un piédestal. Bon, bah, s'il le fait, c'est bien, tu es content. Et s'il te retire le piédestal, bah, tu ne te sens pas pourtant comment dire, amoindri ou C'est ça, je suis abîmé d'accord. parce que tu sais que ta valeur, elle ne dépend pas de ce que lui ou elle pense de toi. Alors que quand justement tu as tout misé sur l'autre et que c'est l'autre qui te donne l'impression, qui te fait exister, et ben, s'il retire cette admiration qui te porte, effectivement, tu n'existes plus et tu t'effondres comme une marionnette qui a plus de fil. Alors, attention, hein, les vrais sentiments, ça existe. Hein. Vous pouvez très bien rencontrer un homme ou une femme qui le disent et qui le pensent vraiment. Si cet homme ou cette femme, c'est un homme vous dit pour moi, tu es la plus belle femme du monde, j'ai jamais été aussi bien qu'avec quelqu'un, c'est pas pour ça que c'est un manipulateur. Hein. L'amour, ça existe quand même vraiment, heureusement. Moi, j'ai Oui. connu un cas, Le but n'est pas de dégoûter tout le monde de l'amour à travers voilà, cette moi j'ai vidéo. connu un cas il n'y a pas très très longtemps qui m'a fait mal parce que j'ai reçu un couple, la fille était un petit peu d'embonpoint et lui il lui disait mais moi je te trouve belle, tu me plais et elle souvent elle lui disait bah faut que tu achètes des lunettes et lui il était triste et un jour je lui ai dit mais pourquoi tu lui dis ça? Elle me dit bah attends t'as vu je suis un peu boulotte et tout. Je lui ai dit mais lui il t'aime, il te voit avec les yeux de l'amour. Euh, j'ai dit t'as envie qu'il te quitte, t'as envie qu'il te laisse? Accepte qu'on t'aime, accepte qu'on te dise, accepte ces compliments. Les gens ne sont pas tous des menteurs, il n'y a pas que des hypocrites dans la vie. Donc, je vous le dis à vous aussi, si vous avez un homme ou une femme qui vous dit, mais moi je te trouve beau, alors que ben, vous avez plein de trucs physiquement qui ne vont pas, ben, justement, c'est bien parce que cette personne voit plus loin, voit dans votre âme. Et ça, c'est beau quand on voit dans l'âme de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas de la manipulation. La manipulation, on la découvre très vite. Comme je vous dis, vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle, vous êtes le meilleur, la meilleure, mais très 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 vite, ben, vous avez plein de défauts qui sortent. Et ça, c'est là où ça commence à se dégrader. Voilà. Alors, comme je disais, ben, ça entraîne justement la dépendance affective. Et là, on y vient à notre débat sur la dépendance affective. Alors déjà, comme disait Sylvie tout à l'heure, il ne faut pas confondre la dépendance affective avec l'amour et aussi avec les peines de cœur. Ce n'est pas la même chose. La dépendance affective, c'est quoi? C'est souffrir pour et à cause de l'autre. On va en parler pourquoi on s'attache toujours à celui ou celle qui nous fait souffrir. C'est vrai, c'est une grande question. J'ai une partie de la réponse, rassurez-vous. Des gens vont retrouver très, très, très souvent une notion de sauveur et de sauvé, et de sauveuse, pardon. Une notion de sauveur et de sauvé. On veut sauver l'autre. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que c'est bien de le dire, mais il faut expliquer. C'est aussi parfois la culpabilité de quitter un être qui souffre. Parce que justement, quand on est un sauveur ou une sauveuse, eh bien, on a du mal. On dit, mais moi, je suis là, je suis utile.
Écoutez bien ce mot, je suis utile pour l'autre. Et parfois, ben, quand on n'a plus ça, on se sent inutile. Moi, j'ai connu des personnes qui aidaient des alcooliques, qui étaient des drogués, et une fois que la personne s'en était sortie, eh ben, la personne était malheureuse. Elle dit, mais j'ai plus d'utilité, je me sens inutile. Alors que quand même le but, c'était de plus vivre avec un alcoolique ou un drogué, on est bien d'accord. Mais vous voyez comme quoi ce sentiment de sauveur et sauveuse peut être très, très, très important. C'est aussi tendance à vouloir se remémorer que les bons côtés. Et comme je disais tout à l'heure, lui trouver aussi sans cesse des excuses. Voilà, ça cache, on masque des choses. Je vais faire une petite parenthèse importante aussi par rapport à ça. Je rencontre très, très, très souvent, alors là, je pense que je vais choquer certaines personnes, mais c'est pas grave, c'est mon habitude. Pas de choquer, mais vous faire prendre conscience de choses qui peut, ça peut vraiment vous aider. Et croyez-moi, ce que je vais dire, ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai souvent des personnes qui me disent qu'ils sont avec des hommes ou des femmes mariées depuis des années. J'insiste, hein, depuis des années. Je ne parle pas si ça fait 6 mois, 1 an, qu'on ne sait pas trop où on en est. C'est une relation quand même naissante, même au bout d'1 an, on ne sait pas trop où on en est. Mais je parle bien en fait de relations qui durent depuis des années. Moi, j'ai une amie, ça a duré 8 ans. Je l'ai perdu de vue, donc si ça se trouve, ça y est encore. Et chaque fois, lui, il lui disait ouais, mais ma femme, je l'aime plus. C'est invivable. C'est une vraie sorcière. Il n'y a que toi que j'aime. Mais au bout de 8 ans, ils sont toujours pas ensemble. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle m'a dit ouais, mais bon, tu sais, c'est ses enfants. Et vu l'âge qu'elle a, je lui ai dit, mais ses enfants, ils ont quel âge? Ah bah 35 et 30. J'ai dit, ah, excuse-moi, mais je comprends pas. Ouais, mais c'est une famille de principe. Les enfants, ils supporteraient pas que leur père, il a. J'ai dit, mais ça, quelque part, tu te rends bien compte que ça ne tient pas debout. Les enfants, ils ont 35 et 30. Je veux dire, bah non. Donc elle m'a dit, mais de toute façon, un jour, je sais qu'il la laissera, je sais, parce que il se passe plus rien. Alors, il se passe plus rien. Comme je dis, tu n'es pas dans leur lit pour voir s'il se passe plus rien. Et je dis quand même, ça fait 8 ans. Ça fait quand même 8 ans que tu espères. 8 ans en plus que tu lui es fidèle. Parce que elle rencontre pas, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre. Parce que ben, elle lui doit fidélité alors que lui vit avec sa femme. Il y a l'inverse aussi, hein, je vous rassure, pareil, homme-femme, pour ça, je ne vais pas toujours dire homme et femme, mais malgré ce que vous pouvez penser, je ne peux pas penser que cette personne n'ait plus de rapport avec sa femme ou son mari. Je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Quand ils partent en vacances ensemble, je ne peux pas croire, moi j'en connais ben, le cas de cet ami, cet homme partait quand même en voyage, il partait sur les îles avec sa femme, et je lui dis, et là il ne se passe rien. Ah non, non, il m'a assuré que oui, bon, qu'il se passait rien. D'accord. Bon. Ben, il y a des moments, je pense qu'il y a des personnes voilà, qui ne voient pas tout en fait. Je lui dis quand même, il la retrouve tous les soirs. Alors, je pose une question, si ça vous arrive, vous vous situez où là-dedans? Et ça, c'est important ce que je vais vous dire. Vous êtes quand même avec quelqu'un qui vous dit je n'aime que toi. Elle, je l'aime plus. Oui, je l'aime plus. D'accord. C'est une sorcière, c'est un sorcier, c'est un salaud, tout ce que vous voulez. D'accord. Mais quand même, cette personne part en vacances, la retrouve tous les soirs, fait l'amour avec cette personne. Et vous, vous êtes quoi là-dedans? Vous allez vous sentir à quelle place, à quel niveau? Eh bien, le niveau, vous êtes en dessous de tout ça. Vous êtes en dessous de la sorcière, vous êtes en dessous de la personne qui boit tous les soirs, vous êtes en dessous de la personne qui la traite de tous les noms et qui dit, lui, il dit qu'il vous aime, ou elle vous dit qu'elle vous aime. Mais dites-vous bien, où est ma place là-dedans? Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Et ça peut vous faire comprendre des choses. Ça serait tellement simple de dire la vérité. Pourquoi je dis ça? Alors, c'est vrai que ça va paraître peut-être un peu culotté, ce que je veux dire, mais de dire à quelqu'un, ben, écoute, tu me plais, mais moi, j'ai envie que d'une relation sexuelle. Voilà. Est-ce que tu acceptes ou pas? Bien sûr, les gens sont trop lâches pour faire ça. Mais ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus honnête. La personne en face, elle accepte ou elle n'accepte pas. Mais de dire, d'encenser la personne, de dire ah, j'ai jamais aimé autant que toi, mais par contre, je reste avec mon mari, je reste avec ma femme, parce que, excuse-moi, ben bon, je suis quand même pas quitté pour toi. Essayez quand même dans votre tête de vous dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, dire la vérité, c'est pas toujours facile. Alors, je vais vous expliquer après aussi pourquoi une relation comme ça, ben, je vais vous le dire maintenant, allez, on ne va pas entretenir le secret, pourquoi une relation comme ça ne peut pas fonctionner.
Pourquoi? Parce que même si un jour cet homme et cette femme sont avec vous, ça peut ne pas marcher. C'est même rare quand ça marche. Pourquoi? Parce que souvent, il ne sera pas avec vous pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui fait qu'il va être avec vous? Peut-être parce qu'un jour, sa femme va en avoir marre. Elle va lui dire, écoute, c'est bon, tu dégages, tu me trompes, quoi que ce soit, donc je ne peux plus te supporter, d'accord? Ou peut-être parce qu'elle, elle sera partie à son tour, ou peut-être parce qu'il y aura eu un décès pour un peu. Donc, cette personne va venir vers vous un petit peu en roue de secours. Et ça, il faut bien vous le dire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que cette personne ne viendra pas vers vous pour les bonnes raisons. Ça, c'est déjà important. Et puis aussi, pourquoi ça peut, et souvent ça ne marche pas, parce que qu'est-ce qui vous plaisait dans cette relation? Eh bien, c'est aussi de souffrir. Ça paraît bête ce que je dis. Mais cette notion d'interdit, cette notion de je souffre, donc j'existe. Vous savez, parfois, il y a des relations comme ça qui produisent, ça va être important ce que je dis, à la dépression. Mais la dépression, c'est aussi quelque part, j'existe, je souffre, donc j'existe. Je ne veux pas faire le psy, mais les psys pourront vous le dire, ça. Et ce genre de relation, souvent, ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas ensemble pour les bonnes raisons. Alors attention, là aussi, je ne suis pas en train de dire que, comme je vous disais, parfois, il y a des couples qui ne s'entendent pas, on se sépare, on se met quelqu'un d'autre parce qu'il y a un amour plus fort. Je vous parle bien de relations, j'insiste lourdement, des relations qui durent 5, 8, 10 ans. Ne vous attendez à rien de cette relation-là. Bah, sans compter que si tu sais que la personne que tu aimes, elle a été capable de mentir et de tromper son conjoint ou sa conjointe pendant 8 ans, qu'est-ce qui te garantit qu'à partir du moment où il ou elle sera avec toi, il va pas refaire la même chose, tu vois? Sur quelle base C'est de ça? confiance tu peux établir une relation en sachant que la personne, elle trompe et elle ment comme elle respire? C'est difficile quand même. C'est vrai. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, je vais vous parler par rapport à la dépendance affective des, des amours et des amoureuses perpétuels. C'est toujours la phrase qu'on entend. Ah, mais je comprends pas. Chaque fois que je rencontre un homme ou une femme, eh ben, tout va bien au début, mais après, il se détache toujours de moi et il me quitte. Ou alors, chaque fois, je tombe sur un homme ou une femme qui me faut souffrir. Vous l'avez entendu, ça. Vous l'avez peut-être dit. Peut-être que vous le dites encore. Eh bien, je vais vous expliquer justement comment fonctionne en fait la dépendance affective. Je vais vous prendre une petite histoire que j'ai pas lue. Ça aussi, je l'ai inventée, c'est vite. Donc, encore une fois. Et dans ma tête, je me suis dit, j'invente une histoire d'un boxeur. Imaginez quelqu'un, on va prendre un homme, qui était très, très, très timide dans son enfance. Imaginez qu'il ait été harcelé, d'accord, dans son enfance et dans son adolescence. Et puis un jour, il décide de faire de la boxe pour se faire respecter. Il dit, ben voilà, je vais faire de la boxe, donc je vais me faire respecter, comme ça, plus personne ne voudrait m'harceler. Et puis il commence à faire de la boxe, mais comme il a été harcelé à l'école, il se dit, moi je vais affronter quelqu'un de plus fort pour remonter ce défi, parce que j'ai besoin de voir que maintenant, je ne vais plus me laisser marcher dessus. Et puis donc, il affronte un boxeur beaucoup, beaucoup plus fort. Et il se prend une raclée. Et ses amis ils lui disent, mais pourquoi tu allé te frotter à quelqu'un comme ça? Ouais, mais j'ai un défi à relever. Parce que moi, j'ai été harcelé, moi, j'ai pas été bien quand j'étais gamin, donc je veux relever ce défi. Et il recommence. Et il prend encore une raclée. Alors, il y en a plein qui lui disent, mais tu vois pas que ce boxeur, il est beaucoup plus fort que toi. Essaye d'abord de t'entraîner, essaye de trouver des boxeurs qui sont à ta taille, à ton niveau, et tu verras bien. Et il continue, il essaye. Et puis un jour, quand même, il comprend et il tombe sur un gentil partenaire pour faire de la boxe. D'accord? Et donc, avec ce partenaire, tout va bien, il progresse. Ce partenaire lui dit, bah, tu vois, on va progresser ensemble. Mais non, lui, ça lui suffit pas parce que ce défi de l'enfance, il l'a toujours pas surmonté. Donc, il laisse tomber ce partenaire. Oui, bien sûr, c'est par rapport au couple que je dis ça. Il laisse tomber ce partenaire et il retourne se battre. Le problème, c'est que, eh ben, en se battant comme ça à chaque fois, eh ben, il va apprendre à endurer les coups. Il va apprendre à souffrir. Mais avec les années, ben, il aura des problèmes physiques, psychologiques. D'accord? Et très, très souvent, j'ai des personnes qui me disent, ben, pour moi, voilà, la vie, c'est un combat permanent. Et souvent, je leur dis, mais tu te bats avec qui? J'ai dit, moi, je me bats pas dans ma vie. Hein. J'ai dit, je connais plein de personnes qui se battent pas. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne souvent. On nous dit ces phrases, oulala, mais la vie, c'est la guerre. La vie, c'est un combat. Il faut arrêter ça. On n'est pas toujours obligé de se battre. Donc, voyez, voilà, c'est ce type parabole par rapport entre boxeur et par rapport à la vie affective. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on veut absolument réussir un défi qu'on n'a pas pu surmonter avant. Au lieu d'avancer avec des personnes qui ne vont pas nous faire souffrir, ben non,
La dépendance affective, c'est ça. Alors, oui, vous l'avez entendu, vous l'avez vu dans des vidéos, vous êtes peut-être allé voir un psy, et on vous dit, oui, mais tout vient de l'enfance. Oui, c'est vrai, je ne veux pas dire le contraire. Tout vient de l'enfance dans la dépendance affective. Mais il faut expliquer pourquoi. Parce que quand moi, j'ai des personnes, des moments qui me disent, bah, je suis allé voir un psy, bah, ça vient de l'enfance. Et on t'a dit pourquoi? Bah, un petit peu. Ben oui, ok, ben, tu n'es pas plus avancé de savoir que ça vient de l'enfance. Il faut vous dire quand même qu'on peut avoir les mêmes problèmes de l'enfance, mais on ne sera pas tous en dépendance affective. On est bien d'accord. On peut tous avoir eu un père qui nous négligeait, une mère qui nous négligeait, des parents alcooliques, des parents absents, mais il y a des gens qui vont très très bien réagir et qui ne seront pas forcément en dépendance affective, ou qui le seront un temps, mais qui vont réagir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant? Eh bien, déjà, quand on est enfant, notre analyse intellectuelle, elle n'est pas encore assez développée. Et au lieu de percevoir les choses intellectuellement, on va les percevoir de façon très émotionnelle. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et les blessures qu'on va subir, elles vont engendrer des fausses croyances sur l'amour et les relations. Parce qu'on pense que c'est normal ce qui se passe chez nous. Et quand on va grandir, eh ben, on va chercher la guérison à l'extérieur, en dehors de nous-mêmes, et malheureusement avec des conséquences qui risquent d'amplifier ces blessures. Au lieu de vivre une relation saine avec quelqu'un, eh bien, on va rechercher cette relation pansement. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, pour surmonter ce qu'on n'a pas pu faire. C'est comme un défi. Oui, mais j'étais trop jeune, donc je ne pouvais pas relever ce défi. Eh bien, en grandissant, on va essayer de le relever, mais pas avec les bonnes personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va rechercher inconsciemment la personne qui va jouer le rôle de celui qui nous a fait souffrir par le passé. Ça peut être le père, ça peut être la mère. Et chaque fois, on va essayer de réussir là où on a échoué plusieurs fois. C'est comme s'il fallait absolument réussir ce défi pour être heureux et pour être heureuse. C'est ça la dépendance affective. Malheureusement, ben, le résultat, si on retombe chaque fois sur le même genre de personne, il va être identique, voire pire. Très, très souvent, cet homme ou cette femme va rencontrer, ben, de l'autre côté, par exemple, un homme séducteur, difficile à garder. Et elle va se dire, ouais, mais si j'arrive à garder cet homme, eh ben, j'aurais guéri mes blessures. Mais pas du tout. C'est encore une fois une fausse croyance. Très, très souvent aussi, il y a des ados que je reçois, je leur dis, attention, ne vous substituez pas au père ou à la mère. Parce que quand il y a une séparation dans un couple, ça arrive souvent, vous avez le garçon qui veut défendre la maman, qui va jouer le rôle du père, c'est pas son rôle. Il y a même des moments quand ils sont fiers, dire, ah bah oui, ben, il me protège. Ouais, d'accord, il te protège, mais lui, il n'a pas dans sa vie. C'est pas normal, c'est pas ton mari. C'est pareil pour les filles, oui, mais la fille, c'est pas ta femme. Oui, elle te protège, oui, elle fait tout, d'accord, c'est bien, mais c'est pas ta femme. Laisse-lui vivre sa vie aussi. Donc c'est très, très, très important. Déjà, l'enfant peut se substituer au père ou à la mère, ça peut être pour tout un tas de raisons. Décès de l'un d'eux, une maladie, de l'alcoolisme. Il y a des enfants qui vivent dans l'alcoolisme d'un ou des deux parents et ben, il va prendre le rôle de l'autre si l'autre n'est pas assez fort pour le prendre. Ça peut être de la violence, ça peut être de l'abandon, de l'absence. Et bien qu'étant trop immature, eh ben, l'enfant va vouloir jouer ce rôle. Donc, attention aux enfants. Ils ne sont pas là pour jouer le rôle du père ou de la mère. Et je vais Je sais que ajouter c'est pas pour les très couples qui facile. se séparent, ne laissez pas l'enfant Oui, dormir avec vous. Même si au début c'est dur, si vous vous sentez seul, si l'enfant se sent ouais, seul, je trouve que c'est vraiment créer un lien finalement assez malsain d'autoriser l'enfant à dormir avec son parent. C'est pas sa place. Si vous étiez encore en couple, ce serait pas sa place non plus. Et puis alors, comment vous allez faire après quand il va grandir, quand il va devenir ado? Il y aura bien un moment où de toute façon, il va falloir qu'il sorte de votre lit. Et ce sera encore plus difficile si justement vous n'avez pas pris chacun vos repères au début. c'est ça. Alors, la dépendance affective, c'est quoi aussi? Ben, c'est faire passer depuis l'enfance les besoins de l'autre avant les siens, juste pour avoir de la reconnaissance et de l'amour. Malheureusement, souvent, par exemple, une femme dont le père a été absent, eh ben, peut rechercher un homme qui va agir de la même sorte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste pour combler ce manque affectif. Celle ou celui issu d'un milieu violent alcoolique peut s'attacher aussi à un homme qui boit et qui la frappe. Ça arrive malheureusement trop, trop, trop souvent. Pourquoi? Parce que ce sont des sensations qu'on va vouloir chercher pour affronter les mêmes défis qu'on n'a pas pu résoudre à l'enfance. Vous voyez, on comprend mieux comment en fait ça fonctionne cette dépendance affective.
Je vais Parce vous que prendre un j'ai exemple. envie de Oui. dire en t'écoutant, excuse-moi, je te coupe, Non, qu'effectivement, quand il est petit, l'enfant est effectivement dépendant de ses parents. Il est même dépendant de plein d'autres façons. Il est dépendant financièrement, il est dépendant pour la nourriture. Je pense aux enfants qui ont été allaités. Il est dépendant affectivement, il est dépendant à tous les niveaux de ses parents. Et ce qui est différent, c'est qu'effectivement, quand vous êtes adulte, vous n'avez plus à rejouer ce scénario de l'enfant dépendant de son parent à tout point de vue. Et que peut-être si vous reproduisez ce même type de relation euh, avec des personnes qui vous rappellent le parent avec qui vous avez eu une relation dysfonctionnelle, c'est pour essayer de construire justement votre autonomie, votre liberté, votre indépendance et réussir à trouver en tant qu'adulte ce que vous n'avez pas pu construire en tant qu'enfant. Exactement. Exactement. Je vais vous prendre un exemple concret, rapide, pour vous montrer, alors attention, ce n'est pas une généralité, j'insiste, mais pour vous montrer comme l'inconscient peut être puissant. Imaginez que vous ayez grandi dans une famille avec un climat perturbé, c'est ce dont on vient de parler. Dans le mensonge, dans la dispute, où vos parents, par exemple, n'étaient jamais à l'écoute lorsque vous en aviez besoin. Eh bien, vous allez peut-être grandir justement dans la méfiance, en vous disant que la personne avec qui vous vivez actuellement eh bien, peut aussi vous trahir, qu'elle ne sera pas digne de votre confiance et qu'elle ne saura pas vous aider et vous comprendre en cas de besoin. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès qu'un événement ambigu ou douloureux risque d'arriver dans votre vie, eh bien, vous allez peut-être faire l'amalgame entre vos blessures d'enfance et celles que vous vivez aujourd'hui. Par exemple, si votre mari ou votre femme rentre tard le soir, ou alors qu'elle est souvent sur son portable, ben vous allez peut-être vous dire, ah, elle me cache quelque chose, c'est pas normal. Ou alors, ben, s'il rentre tard ou elle rentre tard, c'est qu'elle n'est pas bien avec moi. Vous allez devenir plus méfiant, plus agressif, plus intrusive. Et si votre compagnon ou votre compagne n'a pas commis de faute, eh ben, à son tour, voilà, c'est l'enchaînement, et ben lui, il ne va pas comprendre, il va se sentir moins aimé. Il va se dire, mais je ne comprends pas, tu n'as aucune confiance en moi. Et il va souffrir, si c'est quelqu'un de sincère, il va aussi souffrir de son côté. Et dans la durée, ben, qu'est-ce qui va se passer? Cette relation risque d'empirer jusqu'au détachement de votre compagnon ou de votre compagne qui ne va plus pouvoir supporter. Et de votre côté, eh ben, c'est le cercle vicieux parce que plus la situation va dégénérer, moins vous aurez envie de revivre cette situation et parce que pour vous, ça a déjà conduit à un échec et malheureusement, ça risque d'être encore un nouvel échec. Et si votre compagnon ou votre compagne rencontre une autre femme ou un autre homme à la suite de ça, eh ben, ça va vous renforcer l'idée, vous voyez comme c'est vicieux, de dire ah ben, finalement j'avais bien fait, j'avais bien raison, ben, du coup là c'est bon, maintenant je suis sevré, là je ne prendrai plus quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, vous serez encore plus méfiant et méfiante dans vos relations. Et ce qui est évident aussi, c'est que même dans vos entourages, vos proches vont vous le dire. Ah ben tu vois, tu as bien fait finalement de te séparer. Alors que non, si ça se trouve, au départ, la relation elle aurait été saine, mais par rapport à cette dépendance affective, eh bien, vous risquez justement de la détruire. D'accord? Et puis, vous risquez après de dire, ouais, ben, finalement, une vraie relation avec un homme et une femme, ben non, ça n'existe pas. Je vais Donc, donner soyez. un autre exemple qui va dans le sens de ce que tu dis. Je repense à une émission qu'on avait faite sur la maltraitance, où une des invitées qui avait connu justement une enfance dans une famille avec beaucoup de violence et de maltraitance disait: la première fois que j'ai rencontré un homme qui me criait pas dessus, qui était doux avec moi, qui me disait des choses gentilles, j'avais l'impression que c'était pas normal et qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pour te dire à quel point elle s'était construite sur un modèle dysfonctionnel de l'amour. Pour elle, être dans un couple où il n'y avait pas de violence, c'était pas normal, c'était probablement ça n'allait pas durer ou quelque chose n'était pas bien bâti. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça, ce qu'on vient de dire ensemble, c'est exactement ça. Alors, en résumé, c'est quoi les points marquants de la dépendance affective? Donc, pratiquement à chaque fois, pratiquement, ce sont des personnes issues d'une famille perturbée, où les besoins affectifs n'ont pas été satisfaits. On veut éviter que sa compagne ou son compagnon subisse les mêmes choses. On va être attiré par un type d'homme ou de femme qu'on connaît déjà dans le passé pour essayer de réparer ce qui n'a pas fonctionné dans l'enfance. C'est ce qu'on vient de voir. C'est la peur d'être à nouveau délaissé, la peur d'être abandonné et tout faire, ça va loin, souvent, pour éviter la rupture. Le but, c'est de plaire à l'autre et de le sauver, mais on s'en fout de nous, on passe en second plan. C'est une forte capacité aussi d'attendre et d'espérer. Quand on est indépendant, on a une patience infinie. C'est la culpabilité aussi de penser que tout est de votre faute et que personne ne pourra vous aimer. Ça aussi, c'est important. Et comme tu disais justement, Sylvie, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas réussir.
Vous ne vous aimez pas et vous pensez que vous ne pourrez pas être heureux ou heureuse. C'est occulter aussi la situation réelle. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez jouer ou rejouer le rôle de la sauveuse, du sauveur. Et en fait, vous refusez de voir qui vous êtes réellement et de jouer votre propre rôle. Je dis souvent dans les groupes de parole, quand j'entends des gens, je dis, t'as vu ce qui est marqué sur ton front? Je dis, bah quoi? Je dis, il y a marqué, bonjour, je suis une sauveuse. Bonjour, je suis un sauveur. Quand tu croises quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il va dire? Bonjour, je suis une sauveuse. Bonjour, je suis un sauveur. D'où l'événement que tu vas attirer ce genre de personne, puisque c'est marqué sur ta tête. Donc, tu vas attirer qui? Les gens, ils savent lire. Ah, tiens, il y a une sauveuse. Ah, ben moi, je ne vais pas bien, je vais vite y aller. C'est pour ça que souvent, vous me dites, j'attire toujours le même genre de personne, mais parce que c'est marqué sur votre front. D'accord? Alors, enlevez cette étiquette et marquez, moi, j'ai besoin d'aimer, mais qu'on m'aime et que ça soit réciproque. Et OK, je veux bien l'aider, mais je ne veux plus être qu'une sauveuse ou qu'un sauveur pour cette personne. Et là, vous attirerez les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment très, très important. La dépendance affective, c'est quoi? C'est reconquérir, comme je vous disais, donc cet amour qui a été refusé par le père ou la mère, avec toujours un espoir que la relation s'améliore. C'est aussi le besoin très fort de changer l'autre. Ben oui, on n'a pas pu changer ses parents, donc on veut changer l'autre. Mais l'autre, il ne changera pas. C'est vous qui devez changer d'abord pour que l'autre change. C'est ça qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est soigner le mal de l'autre pour soigner le vôtre. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Comme je disais, plus l'un va s'éloigner, plus son amour diminue et plus vous risquez de vous acharner. On disait ce qu'on disait tout à l'heure avec la perversion, vous voulez retrouver ces débuts merveillants, c'est merveilleux. Vous avez du mal à dire non, ça va être encore un échec. Et ça peut encore continuer en dépendance affective. J'ai quand même une phrase que j'avais lue et que j'ai notée. C'est si nos parents nous ont montré que nous ne méritons pas leur affection, alors comment pourrions-nous nous aimer nous-mêmes et penser que nous sommes des belles personnes? Méditez bien sur cette phrase, parce que c'est vrai qu'elle est très très importante. On oublie aussi des choses. C'est que souvent, une dépendance affective peut en cacher une autre. Parfois, on est dépendant affectivement, mais on peut aussi être dépendant d'alcool, de drogue, de boulimie, d'excès de sport, d'excès de travail, de jeu, de tout ce que vous voulez ou d'autres. La dépendance affective peut créer toutes sortes de maladies, vraiment. D'anorexie, la boulimie, comme je l'ai dit, des ulcères, des maux de ventre, digestion difficile, des insomnies, des problèmes nerveux, des menaces de suicide et des suicides. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Les sauveuses qui ont manqué d'amour et de soins, attention, les sauveurs et les sauveuses, ont souvent de très, très, très grands, et là j'insiste, ça va être votre point fort, mesdames et messieurs, ont souvent de très grandes prédispositions dans le spirituel et le social. D'ailleurs, il n'est pas rare chez nous, quand on voit dans nos groupes de parole, de rencontrer par exemple des aides-soignantes, des médecins, des gens qui sont déjà au service de l'autre. Donc c'est très, très, très souvent. Mais vous avez, messieurs, mesdames, de très, très fortes dispositions spirituelles. Ça, je peux vous le garantir. On a le pouvoir de se détruire, on a aussi le pouvoir de construire. Ce n'est pas tout négatif. Aider les autres, c'est très bien, c'est ce que je dis toujours. Mais faites-le avec force et pas pour vous sentir utile. Ça aussi, c'est une des clés. Côté partenaire maintenant, celui ou celle qui choisit ce type de relation. Pourquoi? Eh bien, c'est aussi quelqu'un qui veut soigner ses blessures et lui aussi en espérant une fin heureuse. Très souvent, c'est quelqu'un qui a… Alors, je ne parle pas du manipulateur, de la manipulatrice dont on a parlé. Je parle vraiment de quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin de votre dépendance affective pour combler de la sienne. C'est quelqu'un aussi qui va avoir besoin d'être revalorisé, d'être rassuré, et ce, parfois malgré les apparences. Attention, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a l'air très fort, qui a l'air très épanoui, mais qui soit en grosse, grosse dépendance affective. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis, si sa partenaire ou son partenaire doute de lui, ou ne comble pas ses manques, eh bien, il va se tourner inévitablement vers quelqu'un d'autre, parce qu'il va essayer de rechercher quelqu'un qui correspond à ses attentes. Lui ou elle aussi aura besoin de se sentir aimé, sauvé. Ça va être encore ce qu'on retrouve, l'enfance difficile, problème de drogue, problème d'alcool, problème d'absence, etc. Et quand il sent qu'il vous perd, que ce soit homme ou femme, ben ça va être un drame. Et il va faire tout pour vous conserver, tout pour vous récupérer, tout pour que vous ne partiez pas. Mais
c'est pas forcément de la manipulation, ça peut être de la souffrance aussi. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas tout confondre. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous détruire, mais c'est quelqu'un, ah, mais non, mais ma bouteille d'oxygène, j'en ai trop besoin. Et en cas de rupture, par contre, souvent les gens sont surpris. Et ça, quand même, c'est, il ne faut pas m'empêcher de sourire un petit peu. C'est que très, très, très souvent, ces personnes-là retrouvent tout de suite quelqu'un d'autre. Très, très, très souvent. Parce que, eh ben voilà, ben en fait, j'ai plus ma dose, donc je vais chercher une dose ailleurs. Oui, c'est magnétique en fait. C'est comme un aimant et Ah, une plaque de fer. Ils sont détachés de l'aimant précédent et hop, ils vont en attirer un autre. C'est cette dynamique que tu décrivais bien, du sauveur et de la victime. alors, il y a quand même des paradoxes dans la dépendance affective. Je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que si vous êtes en période de dépression, eh ben, cette relation instable, ça va vous donner, ça va vous stimuler. Parce que c'est prouvé au niveau psychologique, ça va vous permettre de vous sentir plus vivant et plus vivante. Ce qui est incroyable parce qu'on a une dépression et cette relation instable, eh ben, quelque part, ça nous rend plus vivants, plus vivantes. Je vous dis, l'être humain, parfois, il est un peu spécial. Le paradoxe aussi, c'est que parfois, les hommes gentils ou les femmes gentilles, bons, attentionnés, qui s'intéressent à vous, eh ben, ça va devenir ennuyeux. Moi, je connais des tas de personnes, vous savez, quand on dit ah, moi, je rêve d'un homme romantique qui fasse. Eh ben oui, ben non. Parce que très, très souvent, justement, eh ben, il y en a qui s'ennuient. On a l'impression, ce que je disais tout à l'heure, de ne servir à rien. Mais ouais, mais cet homme, cette femme m'apporte tellement de choses que je me sens inutile. Et encore une fois, alors je parle bien des personnes qui ont des tendances affectives, il y en a qui en sont toutes contentes, mais votre rôle de sauveur et de sauveuse, eh ben, il s'éteint. Et c'est pour ça que d'être parfois de dire ben, je vais être etc. Mais qu'est-ce qu'elle est gentille, elle a mes soins et tout, mais par contre je me sens plus utile. Oui, c'est quand même incroyable. Hein. Parfois aussi, mais ça je vous l'ai déjà dit, quand quelqu'un change en bien, et bien aussi, ça revient à ce que je vais te dire en fait, et ben on se sent plus utile. La passion aussi, c'est aussi de la dépendance. La passion, c'est de la dépendance affective. Ça naît toujours aussi d'une souffrance. Quand on vit quelque chose de passionnel, souvent pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est toujours pratiquement issu de la souffrance. Il y a un mot que j'aime pas trop, c'est quand on dit être fusionnel. Parce que quand on est, je l'entends très très souvent, ah, nous on est fusionnel. Alors je dis attention, moi je préfère qu'on me dise je marche avec lui, main dans la main, ou voilà, on se prend par le cou, mais on marche côte à côte. Fusionnel, ça veut dire ne faire qu'un. Et quand on est fusionnel, il y en a toujours un qui laisse des plumes. Il y en a toujours un qui perd sa personnalité par rapport à l'autre. Ça, vous le remarquerez, quand deux personnes sont fusionnelles, très 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 souvent, il y en a un des deux quand même qui est voilà, qui est en perte de personnalité. Et la douleur, évidemment, en cas de rupture, elle est 10 fois plus douloureuse. Une chose aussi, là, je pense que ça va aider beaucoup beaucoup de gens. Le magnétisme sexuel, j'insiste, ce n'est pas de l'amour. C'est vrai que c'est puissant. Bon sang, qu'est-ce que c'est puissant. Quand vous êtes avec quelqu'un, il vous prend la main, il vous prend par le cou, et tout de suite, on a envie de faire l'amour avec cette personne, ce n'est pas de l'amour. Je connais énormément de personnes qui ont beaucoup de mal à se détacher de ça, de dire, ouais, mais ça, je ne peux pas le rendre compte. Jamais je vivrai ça, c'est tellement intense sexuellement ce que je vis avec cette personne. Questionnez-vous, d'où elle vient cette relation? Elle vient très, très, très souvent là aussi parce que vous êtes en souffrance. Et ça, vous ne direz pas le contraire. Alors, tant mieux si vous êtes en couple et puis que vous vivez ça. Bien sûr, heureusement que ça se produit aussi. Mais quand c'est vraiment du magnétisme sexuel, c'est-à-dire quand on aime, on sait qu'on n'aime pas l'autre. C'est de ça que je parle. On sait que par rapport à l'autre, ben, il y a quelque chose, il y a un manque, il y a des choses comme ça. Mais c'est tellement fort sexuellement qu'on se dit, oh, mais c'est, voilà, chaque fois je vais au 7e ciel avec cette personne. Essayez de vous poser la question, pourquoi? Ben parce que je suis en manque, peut-être parce que je ne suis pas bien, peut-être parce que je vais encore combler quelque chose. Donc, méfiez-vous du magnétisme sexuel. Il existe, c'est vrai, il est très puissant, mais très très souvent, il est issu d'une souffrance. Donc, essayez de bien penser à ça. Attention, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben non, je ne suis pas du tout d'accord, moi, c'est puissant, mais je ne parle pas s'il y a de l'amour, on est bien d'accord. C'est pour ça que je redis, c'est si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que du magnétisme sexuel, et on n'arrive pas à se séparer de cette personne. Alors, du coup, on espère parce qu'on dit, mais si c'est si fort que ça sexuellement, c'est forcément qu'il y a de l'amour. Eh bien non, pas toujours. Alors, l'erreur, c'est pas de mal avoir choisi votre partenaire, mais c'est de l'avoir choisi souvent pour réparer les blessures de votre enfance.
Je vais conclure. Donc, comment on peut surmonter aussi, comment on peut surmonter sa dépendance. Déjà, la seule solution, c'est de se changer soi et de ne pas vouloir changer l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a marqué des choses ici. Comment voulez-vous que l'autre change s'il y a toujours marqué la même chose? D'accord? Si par exemple vous dites toujours à quelqu'un, ah ben moi je suis toujours en colère, il va le dire. Et dès que vous allez être un tout petit peu en colère, vu que c'est marqué, il va dire, ah bah ouais, tu as raison, tu es toujours en colère. Alors que si ça se trouve, bah, vous ne serez pas plus que les autres, vous allez être en colère une fois comme tout le monde, mais c'est marqué sur votre tête. Donc, si vous ne changez pas votre façon d'être, votre façon de voir les choses, eh ben, l'autre ne changera pas non plus. Donc, comme je vous dis, ce changement va permettre à l'autre de changer, mais aussi et surtout de vous permettre d'être plus libre et moins dépendant, et dépendant, pardon. Je vous le dis, il n'y a pas besoin d'une thérapie de 10 ans. Qu'est-ce que ça peut m'énerver dans les groupes de parole ou quand il y a des personnes qui expliquent leur truc et puis qu'il y en a un ou une qui dit « Oh là là, mais mon pauvre, ma pauvre, ah mais t'en as pour 10 ans. Moi, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. » Mais moi, je leur dis « Mais taisez-vous. C'est pas parce que toi, tu as mis 10 ans à t'en remettre. Il y a des personnes qui s'en remettent au bout de 6 mois. Et il y a des personnes qui s'en remettent malheureusement jamais. Mais ne vous dites pas, faites attention à ce qu'on vous dit quand quelqu'un vous dit « Mon pauvre, ma pauvre, tu t'en remettras jamais. » Mais non. On n'a pas tous le même degré, on n'a pas tous la même force. Donc ça va vous permettre de dire, ben non, si moi, je n'ai pas envie de mettre 10 ans, je ne mettrai pas 10 ans. C'est vous qui êtes libre de savoir combien de temps ça va mettre. Ne perdez pas ça de vue et n'écoutez pas toujours tout le monde. Donc déjà, c'est aussi prendre conscience du processus qu'on répète, comme je vous disais, à chaque relation. Et que ce soit l'autre qui nous guérisse. Être heureux et heureuse, ce n'est pas une utopie, ça existe. Mais pour ça, il faut être heureux et heureuse avec soi-même. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas facile. Moi, je donne tout. D'accord, mais arrêtez de tout donner, ça ne sert à rien. C'est apprendre à vivre avec vous-même. Et ça, c'est primordial. C'est agir, faire un premier pas vers la guérison. Et là aussi, j'insiste, même pour ceux qui ne croient pas à ça, ce n'est pas une fatalité ni un karma. Ça, c'est ce que j'ai dit dans d'autres conférences. Le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on doit vivre toute sa vie. Ok, pour ceux qui croient au lien karmique, j'y crois au lien karmique. Mais on n'est pas né pour s'en prendre plein la tête toute sa vie. Imaginez que dans une vie antérieure, vous étiez quelqu'un de très radin, donc vous devez subir des choses, mais imaginez que dans cette vie-là, vous donniez tout, vous ayez un cœur énorme. Est-ce que vous trouviez normal que jusqu'à la fin de votre vie, eh ben, vous soyez comme ça puni? Non. Le karma, une fois qu'on l'a compris, il s'en va. Donc quand on dit oh, ben moi, je sais de toute façon, ma vie sentimentale, toute ma vie, elle sera pourrie. Ben non, arrêtez avec ça. Ce n'est pas toute votre vie que vous allez rencontrer des gens qui vous font souffrir, sauf si vous l'avez décidé et sauf si vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Essayez d'en parler à votre entourage. Ça aussi, c'est un moyen de surmonter sa dépendance. Et aussi, par rapport à des gens qui ont vécu la même chose que vous. D'où l'utilité, encore une fois, Sylvie, des groupes de parole que nous, on peut faire, mais même si ça ne va pas jusqu'au groupe de parole, vous savez, cet effet de miroir, de dire ah, je ne comprends pas, ah mince, je pensais être le seul ou la seule, cette personne a vécu la même chose, mais qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre ça? Et elle s'en est sortie, ça me donne de l'espoir. Vous pouvez écrire aussi, j'insiste toujours là-dessus, écrivez le pour et le contre de cette relation, écrivez vos ressentis, mais ne mettez pas que le pour. Dites aussi quand il y a une relation qui ne va pas, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est quelqu'un qui vous a frappé, qui vous frappe plusieurs fois, ne dites pas ah oui mais le pauvre il a subi ça. Non, soyez vrai, soyez réaliste. Il m'a frappé, ça m'a fait mal. J'aime pas quand il me frappe, j'aime pas quand il me traite de tous les noms. Écrivez le pour et le contre et penchez pour regardez de quel côté penche la balance. Écrivez aussi vos qualités et vos défauts. Prenez conscience aussi du mal que vous vous faites, mais aussi que vous faites à vos enfants et à votre entourage. Prenez conscience de ça. Quand vous dites « je le fais pour mes enfants », ouais, ils ont quelle tête vos enfants? Quand ils arrivent à la maison, qu'il y a des parents qui se disputent, ils font quoi comme tête? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous leur demandez? Ah, des moments où on dit « non, mais ils sont trop jeunes, je ne veux pas les mêler ça ». Mais ils sont trop jeunes, mais plus tard, ils vont te reprocher. Demandez leur avis. Un enfant, il a besoin de se sentir aussi haut dans votre cœur, dans votre estime. Il a besoin aussi qu'on lui fasse confiance. Demandez-lui, vous serez surpris de ses réponses. Dire qu'est-ce que tu penses, comment tu vois que c'est avec papa. Ce n'est pas l'investir dedans, mais c'est avoir son avis. Peut-être qu'il va vous dire, comme on disait, s'il dit, peut-être l'enfant va vous dire non, mais moi je ne comprends pas. Alors tout dépend de l'âge, mais peut-être dire je ne comprends pas, mais pourquoi vous restez ensemble? Enfin, vous ne pouvez plus
supporter. Et moi, chaque fois que je rentre de l'école, je vous entends vous discuter. Moi, comme toi, si, je l'ai vécu aussi. Et croyez-moi, moi, le temps durait que mes parents partent, vraiment, qu'ils se séparent. Hein. J'attendais que ça. Hein. Et une fois que ça a été fait, ça s'est fait tard, ça a été un véritable soulagement. Et puis, comme je dis, si vous ne faites pas ça, quelle image vous allez leur donner à vos enfants? Et comment vous allez éviter qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs? Parce que on dit les parents, ce sont les copies. Vos enfants, ils vont voir quoi? Ils vont dire, ah, bon, ben moi, j'ai vu mon père ou ma mère pleurer. Ouais, mais bon, ils sont restés quand même des années dans ça. Donc, ça doit être comme ça, la vie. Alors, il y en a qui ne vont pas réagir comme ça, mais attention, hein, parce qu'ils peuvent se dire, bah, la vie, c'est ça, finalement. Bah, moi, je vais reproduire le même truc. Bah, la vie, en fait, l'amour, bah, finalement, bah, c'est pas ça. Moi, je voyais mes parents, ils s'entendaient super bien, maintenant, ils peuvent plus s'encadrer. Bah, finalement, c'est peut-être ça. Vous vous rendez compte l'image que vous allez leur montrer. Donc, là aussi, soyez prudents. Comment accepter d'être si peu importante? Comment accepter de vous faire maltraiter? Comment, je vous disais, accepter de servir uniquement de seconde mère, d'infirmière uniquement, d'infirmière ou de sauveur? Vous valez mieux que ça. C'est ce que je dis souvent à des gens. Je suis parfois un peu brutal. Je leur dis, mais t'es pas une serpillière, t'es pas un torchon. Pourquoi tu acceptes qu'on te marche dessus, qu'on s'essuie les pieds sur toi? Les gens comprennent hein, quand je leur dis ça, parce que je ne dis pas méchamment. À un moment donné, c'est stop. Arrêtez de minimiser les côtés négatifs des relations toxiques. Quand vous êtes dans une relation toxique, pas forcément avec un manipulateur, manipulatrice. Moi, souvent, il y a des personnes qui me disent, moi, je veux absolument, Michel, savoir si je vis avec un manipulateur, manipulatrice. Je dis, ok, d'accord, on va te le dire, mais ça va changer quoi? Si je te dis, par exemple, bah non, il n'est pas manipulateur, est-ce que ça va te rendre folle de joie? Tu n'es pas avec une manipulatrice. Est-ce que ça va rendre fou de joie? Est-ce que ça va changer toute ta vie? Non, ça ne va pas changer votre vie si c'est une relation toxique. Mais souvent, on a besoin d'un prétexte, d'une excuse. Non, l'excuse, c'est vous, de dire je suis heureux, je ne suis pas heureux, qu'est-ce que je fais? Arrêtez de vous contenter de. Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on peut se contenter de dans la vie? Mais c'est incroyable, soyez plus exigeants avec votre bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose que je dis toujours quand je fais des entretiens, là ça va faire sourire des personnes qui me connaissent, je dis toujours observez-vous et observez les autres. Ça, c'est très, très, très important. Vraiment, c'est une des clés que je peux vous donner. Quand vous vivez ça, observez-vous. On vous dit quelque chose. Ah, on me dit ça, tiens, je me sens mal. Pourquoi? Si ça se trouve, c'est anodin ce qu'on vous a dit. À quoi ça me ramène? D'accord? Je l'observe. Cette personne que je trouve si sûre d'elle, pourquoi elle est en train de se toucher les cheveux, de se manger les ongles? Tiens, c'est bizarre. Je ne l'avais pas observé comme ça. Et je vais vous dire une anecdote marrante. Une anecdote marrante, c'est qu'un jour, dans le groupe de parole, il y a une jeune fille qui me dit ben moi, j'arrive pas à me séparer de lui, mais je suis folle amoureuse de lui. Pourtant, qu'est-ce qui m'a fait baver, tout ça. Mais je sais que je pourrais pas rester des années comme ça, mais j'y arrive pas. Puis vraiment, elle craquait. Hein. Je lui dis écoute, tu vas t'observer, mais surtout l'observer. Quand il fait, parce qu'elle disait que c'était un gars voilà, très sur lui, qui faisait même, voire même toujours un peu voilà, le prétentieux qu'il faut, je lui dis ce que je te demande, c'est que quand tu seras avec lui tous les jours qui suivent, je te demande de l'observer, comme si tu étais dans un film, de le regarder. Mais vraiment, tu t'investis pas. S'il te crie après, regarde-le sans lui répondre, observe-le. Et là, je vais vous faire rire, parce que quand elle est revenue au groupe de parole du mois d'après, elle m'a dit, je me rappelle toute ma vie, elle m'a dit, ah ben j'ai fait comme tu m'as dit, mais alors maintenant, qu'est-ce que je trouve con? Elle nous a dit, parce qu'elle nous a dit, mais de le voir s'énerver comme ça, de voir qu'il gesticulait dans tous les sens, de voir tous les reproches qu'il me fait et que je n'avais pas vu avant, en fait, ça me fait rire. Elle dit, ça me fait rire. Et elle me dit, alors là, oui, ça a été radical. Alors, ça a super bien marché pour elle. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais d'observer, parce que ce fameux prince charmant ou cette princesse, quand vous le voyez s'énerver pour rien, piquer des crises, vous insulter ou quoi que ce soit, eh ben, ça descend, hein, croyez-moi. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, observez-vous et observez les autres. C'est très, très, très important de le faire. Ça, c'est vraiment une clé. Pour moi, la meilleure clé, je le dis, c'est le développement spirituel. Vraiment. Toutes les personnes que je connais qui s'en sont sorties, alors ça ne veut pas dire entrer dans une secte, hein, mais le développement spirituel, pour moi, c'est meilleur. Alors, quel que soit ce que vous faites, hein, il n'y a pas de choses à vous conseiller là-dessus. Il y en a, ça va être la psychologie, il y en a, ça va être le pendule, il y en a, ça va être ce que vous voulez, le shining, la loi d'attraction ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous permettre de développement spirituel
spirituel, c'est soi-même, c'est l'intérieur de soi. Donc déjà, ça va vous apprendre à vous aimer, à vous dire, ah ben finalement, tiens, je peux faire des choses, je ne suis pas si nul. Parce que très, très souvent, les gens comme vous avez un don très fort, un don d'écoute. Comme je vous disais, vous êtes capable de prendre tellement de charges négatives, mais à contrario, vous êtes capable de donner tellement de charges positives à quelqu'un. Donc, vous serez peut-être le meilleur ou la meilleure écoutante du monde. Et ça, il ne faut pas que ça serve qu'à vous en prendre à la tête. Il faut que ça serve justement aussi à vous développer spirituellement. Donc, j'insiste toujours là-dessus. Renseignez-vous, regardez, intéressez-vous à d'autres choses, à quelque chose voilà, qui est un peu plus, je ne suis pas le connecté, mais quelque chose qui va vous sortir de ce climat familial et matérialiste. Voilà. Donc, je pense que j'ai été bien, hein, Sylvie, dans Ça le a été temps. très bien, Michel. Je vais encourager ton estime de toi. Merci. Non, moi, en Voilà. t'écoutant, il y avait deux choses qui me venaient, et en fait, tu viens plus ou moins d'en dire une. C'est qu'effectivement, si vous êtes sujet à la dépendance affective, si vous retombez souvent dans ce type de relation, que ce soit avec des manipulateurs ou avec des gens qui vous traitent mal, la bonne nouvelle, c'est que déjà, souvent, dans ce type de relation, elles se construisent certes sur une faille narcissique, mais aussi parce que vous êtes une personne pleine de qualités. Michel l'a dit, il a parlé de votre bienveillance, votre don de l'écoute, et c'était ressorti dans une autre émission qu'on avait faite où on parlait justement de ce binôme assez improbable qui fait que souvent les manipulateurs pervers narcissiques attirent des empathes ou des hypersensibles. Et une des premières choses qu'on avait expliquées, c'est que justement ce qui attire le pervers narcissique, c'est qu'il se sent lui-même finalement comme une merde, et qu'il est attiré par des personnes qui sont riches intérieurement, qui ont une lumière, qui ont une intelligence, et que c'est pour ça aussi qu'il va prendre plaisir à les éteindre petit à petit pour qu'elles ne lui fassent pas concurrence. Donc, c'est triste parce que vous attirez ce type de relation, mais en même temps, ce qui est beau, c'est que ça signifie que vous êtes une personne pleine de richesse, pleine de qualité, et que vous pouvez être cette personne sans attirer ce type de relation. Et ça m'amène à la deuxième bonne nouvelle, et ça Michel l'a rappelé tout au long de la conférence, c'est que même si vous avez rejoué ce type de relation à répétition, vous n'êtes pas condamné à les revivre toujours et encore. Il y a des moyens d'en sortir. Michel en a cité plusieurs. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui va vous aider, c'est révélateur, tout ce qui va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, à reconstruire votre estime de vous, à reprendre confiance dans qui vous êtes, dans votre valeur personnelle, et ben c'est à ce moment-là que la fameuse étiquette sauveur ou victime va tomber de votre front. C'est pas une étiquette matérielle, vous l'avez bien compris, c'est en fait ce que vous émanez. Si déjà dans votre façon d'être, les gens ressentent que vous êtes quelqu'un qui va se laisser piétiner, pour moi qui ai bossé avec les enfants, c'est quelque chose que les enfants ou les animaux sentent très vite. Ils sentent très vite jusqu'à quelle limite ils peuvent aller avec qui. Ils peuvent se permettre d'être très provocateurs et très désobéissants avec certaines personnes, et avec d'autres, ils vont même pas tenter parce qu'ils vont se rendre compte, ou même ils vont ressentir instinctivement qu'avec lui ou avec elle, ça prend pas. Voilà, et ben c'est pareil avec les gens que vous rencontrez dans la vie. Si déjà, quand vous les rencontrez, ils sentent que vous êtes campé, solide sur vos jambes, et que même s'ils essayent comme ça de vous pousser un petit peu, vous n'allez pas vous laisser faire, pas forcément que vous les repoussiez avec violence, mais que voilà, vous allez faire comprendre qu'il y a un stop, comme dit Michel, il y a des règles, et bien vous n'allez justement plus attirer à vous ce type de relation. Et en plus, on a la chance d'être dans une époque où il y a beaucoup de thérapeutes, où il y a beaucoup de méthodes qui existent et qui sont proposées, où on peut maintenant désamorcer grâce aux neurosciences et à l'énergétique des schémas qu'on a traînés de génération en génération très très vite. Avant, il fallait faire des années de psychanalyse pour ça. Maintenant, on a la chance qu'on connaît de mieux en mieux le fonctionnement du système nerveux, et comment justement recréer des nouveaux schémas neuronaux pour désamorcer des anciens schémas et en mettre en place de nouveaux. Donc la bonne nouvelle, c'est, voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé de rester coincé là-dedans. Et puis pour ceux qui voudraient creuser encore un petit peu plus avant le sujet, je voulais d'abord dire qu'on va faire une émission en direct avec Michel le 16 octobre. Il sera aux côtés d'Armelle Bonhomet, qui est psychologue clinicienne, avec qui on avait déjà fait, avec Armelle et Michel, une émission sur le harcèlement. J'avais trouvé qu'ils formaient un très bon binôme, et justement, ça m'a donné envie de les réinviter ensemble pour cette émission sur la dépendance affective, où je pense qu'ils auront des regards et des réponses très complémentaires à vous faire.
justement, alors par rapport à des situations que vous vivez, que vous observez. Comme dit, le but, ce ne sera pas de refaire une conférence, puisque Michel a été très complet aujourd'hui. C'est plus de répondre là vraiment à vos interrogations personnelles ou par rapport à des proches que vous connaissez, et ce sera vraiment sous forme de questions-réponses. Et puis, on avait fait aussi, il y a quelque temps, avec Rémi Guyon et sa femme, Adeline Guyon, une émission qui s'appelait « De la dépendance affective à la liberté ». Si c'est un sujet qui vous intéresse, la dépendance affective, je vous conseille vraiment de regarder cette émission, parce qu'ils témoignent vraiment tous les deux de leur parcours. Ils vous racontent d'où ils sont partis, avec quelles blessures justement ils se sont quand même coltinés des relations dysfonctionnelles pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'enfin ils trouvent la bonne personne, pas parce qu'ils avaient été patients, mais parce qu'ils avaient travaillé sur eux, et ils sont aujourd'hui un couple que je trouve merveilleux, qui incarne vraiment pour moi tout ce qu'on peut souhaiter à un couple. Ils sont épanouis, ils sont ouverts, ils communiquent, ils rigolent. Voilà, regardez l'émission, même juste 5 minutes, je trouve qu'à les regarder ensemble, ils font du bien à voir. Et je trouve que c'est une émission qui donne vraiment beaucoup d'espoir à des personnes qui sont dans des relations difficiles, douloureuses, dans la spirale de l'échec, avec l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, et où eux, ils amènent ce témoignage de dire, bah si, c'est possible de s'en sortir, c'est vrai, ça demande d'aller se pencher sur des trucs pas toujours très drôles, et d'y travailler, mais par contre, c'est possible, et quand c'est fini, bah, qu'est-ce qu'on est heureux. Voilà. Et Alors, puis une une petite dernière chose, émission que je vous recommande aussi, et après je rends la parole à Michel, c'est une émission qu'on avait faite avec Sylvie Béranguier, qui est thérapeute. Je ne sais plus s'il y avait aussi une autre invitée ou si elle était seule. Une émission sur le thème « La souffrance donne-t-elle tous les droits ?» et où elle parle aussi de la dépendance affective et de cas particuliers. Alors, par exemple, quand vous êtes avec des personnes en fin de vie, avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes malades, et comment justement, quelquefois, peuvent se mettre en place des scénarios très malsains, du fait qu'il y en a un des deux qui est en position de faiblesse, et l'autre qui peut s'identifier un peu trop à son rôle de sauveur, et comment là aussi il y a justement des dépendances affectives qui se mettent en place parce que justement on n'ose pas dire stop à l'autre du fait qu'il est handicapé, qu'il est malade, qu'il est en fin de vie, et qu'on en arrive à abdiquer sa propre vie et son propre bonheur parce qu'on fait passer le malade ou la maladie ou le handicap de l'autre avant soi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans cette conférence-ci, et là aussi, s'il y en a certains d'entre vous qui vivent ça, je pense que c'est une émission qui peut beaucoup vous éclairer. Voilà, je rends la parole à Michel. très court. C'est pour rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, bien sûr, l'amour, ça existe, hein, heureusement, hein. Et il y a quand même des clés dans l'amour, comme on disait, l'entente, la tendresse, d'avoir quand même des goûts communs, le plaisir d'être ensemble, le dialogue, d'avoir des projets, comme je disais, la sexualité, de partir en vacances Ah, la ensemble. sexualité, c'est un projet, Michel. Je ne sais pas si c'est un projet, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est important. Tout est important. Tout est important. D'avoir des loisirs communs, de partir en vacances, mais aussi d'être bien dans son foyer sans toujours vouloir sortir. Je connais des personnes qui me disent qu'il faut qu'ils sortent. Non, c'est pas être pantouflard, mais ça fait du bien aussi des moments d'être ensemble. Arrêtez aussi, ça c'est important, je finirai là-dessus, mais vivez en harmonie sans vous compliquer la vie. Moi, je connais plein de couples, malheureusement, mais ils remettent toujours tout en cause. Ils sont toujours en guerre avec l'autre. Le moindre petit truc, il y a un manque de respect, l'autre, on ne va pas le laisser vivre. Comme je vous disais, bien sûr, quand on est en couple, ben, on fait des choses en couple, mais on peut faire aussi des choses un petit peu qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé de faire tous les sports ensemble, de faire toutes les sorties ensemble, des choses comme ça. Il faut essayer de dialoguer sans dispute. Il faut essayer de se ressourcer, de déconnecter, aussi d'avoir des moments heureux ensemble. Donc l'amour, évidemment, ça existe. Là, on a parlé évidemment de ce qui n'allait pas, mais heureusement, il y a beaucoup de couples, et je l'espère, où tout va bien. Merci Michel pour cette note heureuse. Effectivement, de ne pas clôturer cette vidéo en laissant, en donnant l'impression aux gens que finalement toutes les relations, toutes les histoires Non, non. d'amour finissent mal, comme disait la chanson. Non, c'est pas le cas, effectivement. Je pense juste qu'il faut se donner les moyens de bien connaître qui on est, de quoi on a besoin, voir si ça peut effectivement s'accorder à qui est l'autre et quels sont ses besoins à lui. Et puis, comme tu dis, dialoguer beaucoup pour faire un ensemble harmonieux avec tout ça. Donc, on vous invite, si vous avez envie d'être avec nous le 16 octobre, avec Michel et Armelle Bonhomet, qui est psychologue. Et puis, je vous remettrai sous cette vidéo le lien des émissions que j'ai citées, celle sur la souffrance donne tête sous les droits, celle avec Rémi et Adeline,
celle sur les empathes et les hypersensibles, et puis évidemment toutes les émissions qu'on a déjà faites avec Michel sur la manipulation et sur le travail de la VMPN, si c'est cet angle-là qui vous intéresse plus. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à écouter Michel. On n'est pas en couple, mais on a beaucoup de plaisir à partager des moments ensemble aussi en tant Un qu'amis. couple amical. C'est ça, un couple amical. Oui, mais regarde, on applique tout ce que tu as dit, on dialogue, on rigole, Oui. on est différents, mais on se trouve des terrains d'entente. Mm. Voilà. Donc, si vous avez envie de passer un bon moment avec nous, rendez-vous le 16 pour le direct et puis en replay pour toutes les autres vidéos. Michel, je te laisse dire au revoir aux gens et puis je coupe l'enregistrement après. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Vivez heureux. Hein. Dialoguer, n'oubliez pas. C'est mon mot, vraiment mon leitmotiv. Dialoguer. Vivez heureux, ça c'est un super slogan. Pourquoi aucun homme politique n'a pensé à le prendre celui-là? Ce sont des hommes politiques. Tu as résumé la question et la réponse. Vivez heureux et à bientôt. Voilà, à bientôt.